Je crois aux forces de l'esprit, mais je ne vous t'y prépare. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Denève-Leroy. Frédéric, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la pêche? Est-ce que tu as la patate? Oui, complètement. Nous sommes également avec... T'es réveillé, Fred? Ça fait très longtemps. Je suis réveillé depuis 4 heures au moins. Ah, d'accord. Tu changes heure en minute et ça le fait. Nous sommes également avec Antoine Morgatelet. Bonjour. Ah mon Dieu, quel plaisir de te retrouver pour un petit one-shot de Dog Eat Dog avec Adrien Cahuzac. Bonjour, messieurs, dames. Donc c'est toi qui nous ramène ce jeu. Je sens que c'est encore un jeu c'est un jeu qui fait sourire Adrien. Voilà, tout est dit. On peut couper les micros et commencer la partie. Ouais, mais le problème, c'est que mon sourire, J'ai très peur, du coup. Donc, je pense qu'il faut que j'en parle un petit Oui, peu. oui, quoi. tout à fait. C'est dommage. Tu vas quand même en parler. Alors, Alors tu peux mettre une photo. qu'est-ce que en tu nous ramènes quoi? Alors, en vrai, c'est pas moi qui le ramène, c'est Fabien. Mais Fabien a décidé qu'il n'y jouerait plus, donc il m'a dit bon, c'est bon, tu peux porter la bonne parole. Oh, ça commence bien. Parce qu'il a été dégoûté par le jeu ou Parce que il a très mal vécu la partie qu'on a faite. Ouais. Ouh. Oh là là, c'est teasing de taré. Donc Dog Eat Dog, c'est un jeu où on va parler de colonisation et d'impérialisme dans une île du Pacifique. Ça fait rêver. Tout un programme. Donc c'est un jeu de Liam Liwanag Burke. Ce qui est important à noter, c'est que plus de la moitié du bouquin, c'est du contexte historique et de la justification de l'auteur sur pourquoi il a écrit ça. Tu pourras rapprocher un tout petit peu. Ouais. Il a écrit ça notamment parce que sa mère est originaire d'une des îles qui a été concernée par cette colonisation. Et donc il y a toute une partie justement explication et motivation. C'est pas de l'avant-propos, c'est de l'après-propos qui est très dense et intéressant. Donc ça c'est pour poser un peu le sujet. Ouais. Et maintenant, pourquoi ce jeu est un bon jeu? Ce jeu est un bon jeu parce que c'est un piège. It's a trap. It's a trap. Ce jeu, c'est un piège parce qu'il va poser une différence entre celui qu'on va appeler le maître de jeu, mais qui en vrai joue les colons, et les joueurs qui vont jouer les occupés, les autochtones. Et il y a une dissymétrie de pouvoir et d'autorité sur la narration qui est assez absurde dans ce jeu. Et vous allez être mes petites bitches pendant toute la partie, quoi, grosso modo. Enfin, à moi ou au colon. Mais j'ai bien envie de jouer le colon, c'est pour ça que j'en parlais comme ça. Antoine est ravi. Voilà. Voilà, donc maintenant, si on explique un petit peu les grandes lignes qui font que ce jeu est un piège. Au début de la partie, on va créer les autochtones et les colons, sachant qu'on va jouer après la guerre, qui fait que les colons ont gagné, et c'est une occupation. Les colons sont là chez eux, les autochtones sont là un peu chez eux, mais surtout chez le colon. Et on commence la partie à ce moment-là. Au centre de la table, on va avoir une grande feuille de papier sur lesquelles il y aura écrites les règles tacites. La première des règles tacites, c'est les colons sont supérieurs aux autochtones. Ça pose Ça commence voilà, bien. on pose les pieds dans la soupe, tout ça, c'est clair. Pendant la partie, alors on va jouer plusieurs scènes autour de vos personnages, autour de scènes que le colon va vouloir mettre en jeu, etc., autour d'enjeux qui vont évoluer. Et à la fin de chaque scène, on va juger si chacun des joueurs, chacun des personnages, chacune des forces en présence a respecté les règles écrites sur la feuille. Donc on va commencer. Est-ce que Romaric a respecté la règle de les autochtones sont inférieurs aux colons? Est-ce que Frédéric a respecté la règle des autochtones sont inférieurs aux colons? Est-ce qu'Antoine a respecté la règle? Et puis à chaque fois, s'il respecte ou non, il y a des jetons qui vont se déplacer. Et on va me l'appliquer à moi aussi. Le colon, est-ce que, en tant que colon, j'ai bien été supérieur aux autochtones? Et à la fin de chaque scène, on va rajouter une nouvelle règle tacite. Donc au bout d'un moment, il va y avoir tellement de règles que, ça va forcément partir en couille. Et donc ensuite, quand il y a un autre aspect du jeu, quand il y a un conflit dans le jeu, un conflit d'intérêts, quand toi tu vas tout prix sauver ta fille de son exécution qui est programmée, première étape, on va argumenter, on va essayer de trouver un deal dans la fiction. Alors ce qui est vachement intéressant, c'est que l'auteur compare ça en disant, en fait, ce système de résolution, c'est le système de résolution de Donjons et Dragons, sauf que moi je l'ai écrit en clair. Donc première étape, on essaye de trouver un deal, genre MJ, est-ce que je peux ouvrir la porte, machin, ou monter sur le truc pour attraper ouais, tu peux, c'est bon. Ouais. Deuxième étape, c'est tu le dis, le MJ trouve que non, quand même, il y a des risques, ou alors lui, il estime que c'est un challenge, donc il va y avoir un lancer de dés. Donc tu testes, tu fais ton jet de dés. Celui qui emporte le test, on va décrire la fiction. Mais derrière ça, comme dans Donjons et Dragons, ici, le colon a le droit de donner le dernier mot.
C'est-à-dire que malgré le résultat du jet de dés, c'est moi, colon, qui peut trancher, dire complètement autre chose ou colorer un peu ce que tu décidais, mais c'est optionnel, je peux ne pas passer Ça par me là. fait vraiment penser dans la forme là, telle que tu nous le décris à My Life with My Master, qui est un jeu aussi qui délire autour de l'autoritarisme finalement du jeu de rôle traditionnel, du meneur sur ses joueurs et compagnie et compagnie. Ouais. Alors sauf que J'ai là, l'impression que- l'auteur quand il en parle, il dit pas que c'est un délire autour de ça, c'est pas son Non, axe non, de non, réflexion. oui. Lui, ça a été d'abord penser un jeu sur le colonialisme, et il s'avère que le mécanisme qu'il a pris, c'est celui de Donjons et Dragons qu'il a poussé à l'extrême, pas pour se moquer de Donjons et Dragons, pas pour parler de ça, mais parce que ça convenait exactement à ce qu'il voulait faire. D'accord. C'est ce qu'il dit dans l'avant-propos, ça. Il le dit à la toute fin des règles. D'accord, ok. En tout cas, c'est dans le livre, quoi. Et donc, dernier élément qu'on peut préciser pour donner un petit peu des infos sur le jeu. Au début de la partie, on va avoir des jetons devant nous. Les autochtones vont avoir 3 jetons, chacun, devant eux. Et le joueur des colons va avoir 2 jetons par joueur, plus 1. Donc là, on est 3 joueurs, il va en avoir 7. C'est bien ça. J'en aurai 7, c'est ça. Enfin, le colon en aura 7. Ah oui, on va Oui, parler on d'un va dernier parler point ça qu'on après. allait oublier. Oui, on allait J'allais l'oublier. oublier. Non, mais on va pas l'oublier. Et donc, pendant la partie, en tant que colon, j'ai le droit de dire ce que je veux sur la fiction, vu que c'est moi qui ai toujours le dernier mot si je le veux. Donc j'ai le droit de tuer vos personnages quand je veux. Que les choses soient claires. Hein. Si vous me faites vraiment chier dans la partie, au bout de 10 minutes, je peux buter votre personnage. C'est gay. Sans état d'âme. Ah oui. C'est magnifique. La seule chose qui a du coup, le coût que je dois payer, c'est 2 jetons. C'est pas cher payé. Non, c'est 3. Non, c'est 2 jetons. Il me semble que c'est 3. Tu Non. vérifies? Si Non. vous virez Amok, je dois payer un jeton. D'accord. Mais pour vous tuer, je peux payer 2 jetons. Donc ensuite, il faudra que je paye cet autre jeton. Mais de base, je peux commencer par vous buter tous les voilà, 3. c'est ça, oui. C'est-à-dire que j'ai en main Oui. de quoi tous vous tuer dès le début. Avec un jeton en surplus, comme ça, je suis voilà, moi je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Et- D'accord. Oui, non, mais ok. Et qu'est-ce que les autochtones peuvent faire avec leurs propres jetons? Les jetons, c'est ce qui sert à vérifier si vous avez respecté les règles ou non. Les jetons vont se déplacer si on a respecté les règles ou pas. Mais les autochtones peuvent s'en servir quand même? Ça n'a pas d'utilité autre que de marqueur de point de vie, entre guillemets, ou d'intégration, ou ouais, c'est ça, votre intégration dans la société. Plus vous avez de jetons, plus vous êtes intégré par le colon. Moins vous avez de jetons, plus vous virez Amok. Quand vous arrivez à 0 jetons, vous virez Amok. Amok, c'est un terme dans d'une des langues en question, je connais pas l'origine, mais en gros, ça signifie que vous allez commettre... Je vais peut-être pas te prendre les rênes, mais en gros, c'est à partir de maintenant, quand vous êtes, je peux plus vous forcer dans une scène, je peux plus avoir le dernier mot sur vos actions. La prochaine scène où vous rentrez dans la scène, vous aurez le dernier mot si vous le décidez. Ouais, Vous devez mourir avant la fin de la dernière C'est un état de berserk, un état de Ouais, furie c'est en un fait, état de qui berserk, atteint, Donc voilà. c'est en gros un moment où tu vas faire une action violente Pour et faire à la simple, fin tu hein. meurs. Parce que l'état de Amok a été étudié par des anthropologues. C'est un truc très très complexe de certaines civilisations, de certains peuples, ethnies. Donc mais en tout cas, voilà, s'il faut le rapprocher à quelque chose de simple et facile, efficace, que tout le monde connaît, c'est ça, c'est l'état de berserk. C'est un état de furie furieuse où tu es comme possédé par l'ensemble de tes... De ta rancœur, Ouais, de ta haine, etc. Qui fait que tu deviens, mais par contre, qui fait que tu deviens surpuissant. C'est-à-dire que Oui, tu as cet aspect, tu es inarrêtable, quoi. Donc, voilà. exactement. Et donc la petite règle, qu'on allait oublier, Oui. léger, hein, le truc qui pose l'ambiance en général au début de la partie, c'est que donc on crée les colons, on crée les autochtones, et puis après on décide qui va jouer le colon, parce que c'est pas. Ouais. Et le joueur qui joue le colon, c'est le plus riche. Des joueurs autour de la table. Et des joueurs autour de la table. Voilà. On pose l'ambiance. Voilà, c'est parti. On pose l'ambiance et les micros, je pense. Alors dans le bouquin, il y a quand même quelques éléments pour faciliter ça, parce qu'il dit bon, tout le monde peut pas être à l'aise avec cette discussion. C'est fait pour secouer les esprits. Secouer le cocotier. Ouais, c'est ça. Mais bon, si derrière vous sentez que les gens sont trop mal à l'aise avec ça, il y a des solutions. Vous pouvez comparer vos iPhones, enfin vos téléphones portables, et celui qui est le plus beau, c'est le plus riche, quoi. Est-ce que tu as fini l'exposition des règles? Je pense que ouais. Je- Le reste, peut-être on reviendra dessus. J'ai peut-être pas. Tu as tout dit que décrit. l'auteur était Oui. concerné de Oui. par ses origines familiales. Tout. Ok, très bien. Entendu. Eh bien, on peut poser les micros et y aller.
Voilà, fin de la partie de Dog Eat Dog. Beaucoup de choses à dire. Tout le monde a beaucoup de choses à dire. Ah C'est ben, forcément. assez fou. Oh que oui. Alors, qui veut commencer les hostilités ? Je veux bien. Les colons, non? Ah, c'est vrai. C'est toi qui commence des hostilités. De toute façon, c'est moi qui aurai toujours le dernier mot, même pendant le podcast, on est d'accord? Non, non. Non? Ah non, tu veux pas? Non, c'est moi l'autorité maintenant. Bon, d'accord. Tu vas chercher la vaseline quand même, que ça fasse un peu moins mal. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que ça, pour commencer, on peut C'est pas par où expliquer commencer. le tout début de la partie. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi les autochtones? C'est quoi les colons? Et qui sont les personnages? Ok, on commence Ouais, par parler faire un peu tour de finalement table de la tout ce fiction. qui est mis Ouais, en un place. tout Très petit bien. peu. Donc, au tout début de la partie, on crée les autochtones puis les colons avant de déterminer qui va les jouer. Bon, c'était un peu décidé à l'avance, mais on en a quand même parlé derrière. ouais. Et donc, les autochtones et les colons sont déterminés par un trait fixé par chacun des joueurs. Et donc, pour les autochtones, donc, ce sont des traits qui sont vrais en général, mais Alors, pas... on précise que le terme anglais est natives. Oui, natives. Alors, c'est pas. Moi, le terme autochtone et natives, je les estimerais pas synonymes. Ben, je sais pas, moi je vois pas comment traduire les natifs sinon, enfin les Parce natifs. que pour moi, Les autochtone, natifs, moi j'ai noté les natifs et je trouve que. ouais, les natifs, c'est bien parce que pourquoi pas. je trouve que autochtone, c'est un peu neutre. Tu vois, les autochtones, c'est les types qui vivaient là. Alors que natif suppose un attachement plus fort à D'accord. la terre, je trouve, enfin, au territoire. Ok. Voilà, c'est une Oui, petite oui. remarque. Mais on va les appeler les autochtones, c'est pas grave. C'est juste pour préciser que dans la base, on parle bien des natifs. Natives. Et donc, si Antoine veut appeler ça les natifs, voilà, qu'il le fasse. Alors, excuse-moi, Et Adrien, donc vas-y. chacun va imposer un trait sur ces autochtones et puis ensuite sur les colons, sachant que c'est des traits qui sont vrais en général. Pas forcément dans l'absolu, c'est que, par exemple, on a noté, ce sont des pêcheurs. Ça ne veut pas dire que tous les autochtones sont des pêcheurs, c'est-à-dire que a priori, leur ressource principale de subsistance, c'est la pêche, que du coup, il y a beaucoup de pêcheurs, que la pêche est importante pour eux. Deuxième élément, Ça me fait penser à un truc. Petite anecdote de merde. Dans Magic, il y a un ange, l'ange d'Avacine, qui est en fait l'ange de la bassine. l'ange d'Avacine, Ah. qui est un ange en fait qui a une dent contre les pécheurs au sens des gens qui font des péchés. Sauf qu'il y a une erreur de traduction en français qui fait qu'ils se sont trompés d'accent, ils ont mis un accent circonflexe. Donc en français, Avacine a un problème contre les gens qui vont à la pêche. Voilà. Donc ça me fait penser à ça, cette histoire de pécheur. Parce qu'on verra qu'il y a une dimension religieuse aussi chez nos colons. C'est ça. Vas-y, je t'en prie. Donc, Donc le deuxième élément, c'est tous les autochtones ont un jumeau. Quand ils naissent, ils ont tous un frère ou une sœur jumelle. ça n'a pas du tout joué, ça. dans la partie. Alors, Si, un petit peu. Moi, en fait, c'est un truc que j'ai compté utiliser, typiquement, quand plus tard, je suis allé enlever tes enfants. D'accord, ok. Je voulais en enlever un parce que c'était l'aspect de... Je t'ai enlevé juste un des deux jumeaux, donc il y a un aspect, j'ai brisé D'accord, une importance, c'est quelque chose sur lequel je comptais jouer. d'accord. Troisième point, ils sont les descendants d'une civilisation engloutie. Ça a été quasiment pas utilisé, Voilà. mais bon, c'est important, ça donne une... En fait, c'est des éléments qui sont surtout là pour donner une couleur. Après, ça peut être utilisé, mais c'est pas crucial dans le jeu. Mais un peu aussi. Un peu. Ouais, parce que ça veut dire. Enfin, moi, je l'ai joué de façon ça veut dire qu'on a des ancêtres, Avec une donc certaine on a une grandeur, ouais. longue culture, donc potentiellement de longues traditions, donc il y a des choses à faire respecter. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Fred, dans la manière dont il le jouait, enfin bref, on y reviendra. On y mais reviendra. j'ai trouvé Et que le ça a dernier une petite point, influence, en Une fait. certaine fierté du peuple. Ouais. Et le dernier point, c'est une fois leur confiance brisée, il est presque impossible de la réparer. Ouais. Ça nous a poussé à une certaine forme d'extrémisme pendant toute la partie. Ouais. Ou au contraire, une forme de... dans l'autre sens. Au contraire, ouais. Une C'est-à-dire. forme de... On va éviter de la briser en acceptant certaines choses. Quand je disais nous, je regardais Fred Oui. à ce moment-là. Oui, Ouais. et ça a joué aussi de ton côté en tant que colon Bien sûr, avec ouais. certains personnages. Oui. Très bien. Et de l'autre côté, et donc ces autochtones s'appelaient les Hurondins. Voilà. Alors donc on n'a pas, c'est pas du tout une référence aux Hurons, les Indiens. C'est vraiment, au départ vous vouliez les appeler les Rondins. pour En une fait, au raison. départ, on cherchait une matière, un matériau qui ne casse pas, enfin Qui qui ne casse, pas, ouais. enfin, qui soit solide, mais que quand il casse, il est cassé, quoi. Et moi j'aimais bien l'idée. Vous aviez l'air de dire oh, c'est un peu ridicule. J'ai dit tiens si on rajoutait une lettre. Moi j'aimais bien les Rondins parce que ça fait penser aux Ondins bateaux. aussi. Et au Et bateau. que comme j'étais parti dans l'histoire des descendants de l'Atlantide, en fait, eh bien, je trouvais ça rigolo d'avoir le mot ondin en fait dans le Ouais. truc. Voilà. Et donc ensuite, nous avons les colons. Les colons qui, pareil, sont définis par 4 traits. Le premier, c'est ils sont fervents religieux. Ouais. Le deuxième, Voilà. ils fuient une administration autocratique. Donc en gros, dans ce qu'on s'est dit, c'est
ils font partie d'un grand État, d'un grand gouvernement sur le continent, quelque chose comme ça. Et eux sont venus un peu en loose day comparé au gouvernement central, un peu pour fuir peut-être des purges là-bas ou des choses comme ça. Ouais. Mais il n'empêche qu'ils viennent quand même coloniser cette région. Ouais. Il y a l'idée derrière qu'ils ont une bonne raison de le faire. Ouais, Je me souviens que c'est c'était ça. ce qu'avait Ouais, proposé. c'était l'idée Ouais. qu'ils aient un côté un peu ambigu sur ils colonisent eux-mêmes, mais ils fuient aussi une domination. Ils ont un besoin aussi. C'est Antoine qui avait Ouais. proposé ça. Ça, là. ils voulaient qu'ils aient un besoin à venir sur cette île. Ouais. Ça, c'est intéressant, moi, Ouais. je trouve. Le troisième point, Ça évite le manichéisme. Le troisième point, c'était ils dorment à même le sol. Ça, c'est un élément que j'ai proposé parce que j'aimais bien le fait de renverser, on va dire, l'esthétique traditionnelle du colon, qui est, on va dire, c'est une sorte de culture un peu prout-prout où tu dors dans des matelas, des machins, et t'as une sorte Oui, parce que c'est d'éloignement de la matière. parce que c'est notre vision du colonialisme, C'est ça, ouais. en fait, en tant qu'Européens. Ouais. Et là, du coup, dormir à même le sol, il y a un aspect très terre-à-terre, très spartiate. Ouais. Alors moi, ce que j'ai adoré quand tu as proposé ça, c'est que j'ai trouvé que c'était le premier trait extrêmement pragmatique, enfin je sais pas Ouais. où c'était un tout petit détail, tu vois, dire qu'un peuple vit de la pêche, qu'il est très religieux, que quand la confiance est brisée, c'est très profond, c'est très lourd en termes de, alors que là ils dorment à même le sol, j'ai trouvé, c'est comme s'ils disaient ils se teignent une mèche de cheveux en or, quoi, tu vois, c'était comme un tout petit détail posé là, ça j'ai trouvé ça vraiment assez bien parce que ça leur donne de la sensibilité, encore une fois, de la profondeur. Ouais. Et le dernier point que tu as proposé, toi, c'était ils ont une société matriarcale. Voilà, là, ça j'ai proposé ça parce que c'est rigolo d'avoir je voulais qu'on ait un attachement au colon, en fait, Bah oui, mais naturel. C'est-à-dire que ce soit pas manichéen, et donc Et alors, le truc qui est vachement fort, c'est qu'en fait, l'auteur en parle et il dit j'ai pu jouer tout type de parties, des parties où les colons, parce qu'au début c'est un peu ça qu'il avait en tête, les colons qui sont des bourrins autocrates et qui liquident tout le horrible, monde quoi, en ouais, très peu de c'est temps, ça, quoi. ouais. Et à l'inverse, Caricaturaux, on a il envie de a dire. aussi eu des parties où la force d'occupation c'était un peu l'équivalent de l'ONU qui vient pour essayer de résoudre les conflits locaux, mais qui en fait sont une force d'occupation, quoi. Et du coup c'était extrêmement bienveillant, extrêmement tout ça, mais il n'empêche que c'est une occupation. Alors là, j'aurais déjà envie de dire mon propos principal de ce podcast, c'est que en fait, moi je trouve que ça c'est pas très important, en fait. C'est l'autorité principale, elle provient du système de jeu, elle provient des mécaniques du jeu. Ah, bien sûr. C'est ce que je disais à Jérôme, Ça à la joue un fin de la rôle plus partie, fort. j'ai dit c'est un jeu très intéressant, mais j'y rejouerai pas, comme Fabien. Peut-être pas pour les mêmes raisons, ceci dit. Peut-être parce que Fabien, d'après ce que tu disais, enfin, d'après ce que tu supposais, Adrien, mais bon, Fabien n'est pas là pour en témoigner, mais je sais pas ce que tu en as pensé. Tu avais l'air de dire qu'il s'était senti mal à l'aise dans le jeu. Fabien jouait le colon et se sentait très mal à l'aise d'être aussi agressif et de devoir avoir une position de colon. En fait, de devoir avoir la position Avoir du la colon. position du colon, d'accord. Parce que moi, c'est pas ça. C'est que juste, je trouve que l'autorité, elle vient d'abord du système de jeu et du système mis en place là aujourd'hui dans cette partie, et que en fait, du coup, ça me donne pas tellement envie de la retester à nouveau avec une autre couleur, parce que de toute façon, la vraie autorité contre laquelle je me bats, c'est celle de Dog Eat Dog, pas celle des colons. Donc voilà, mais j'aurai l'occasion de revenir en détail là-dessus. On va peut-être présenter les personnages. Ouais, très bien. Et du coup, les colons, on n'a pas dit le nom qui leur a été attribué. C'était dans l'optique, c'était une société matriarcale et qu'ils étaient attachés à dormir à même le sol. C'était les Telluriennes. Ouais, ça c'est trop cool. Ouais. Ça, c'est trop, je trouve ça trop cool. Le fait aussi que le féminin l'emporte sur le masculin, dans leur manière de parler et dans leur manière de nommer les choses, ça crée une couleur vraiment très intéressante dans la partie. Et du coup, par opposition, on avait l'impression que les Hurondins étaient très masculins ou très en tout cas, patriarcaux, alors que ce n'est jamais dit. Oui. Ouais, ça c'est peut-être transparu aussi parce qu'il y avait que des personnages joueurs, enfin des Masculins. personnages masculins. Ouais. Ouais, ça, c'est un truc sur lequel je reviendrai aussi. Alors, les personnages. Moi, j'étais Calo, charpentier sur cette petite archipel. Petite île, je sais plus. Mais... Contrairement, nos personnages sont définis par un seul trait chacun, effectivement. Comparé à 4 traits pour les natifs et 4 traits pour les colons. Antoine. Donc on avait Calo Charpentier. Alors moi, j'étais Échias. Et mon trait, c'était que je suis né métisse d'une mère tellurienne et d'un père hurondin. Ouais. Qui tout de suite a posé un personnage ambigu et entre les deux et tiraillé entre C'est intéressant. les deux cultures et avoir du mal à choisir. Ouais. Il a un destin, ce personnage, et il restera dans son destin, j'ai envie de dire. C'est terrible. Moi, je jouais Kenesis, un pêcheur qui sait où se trouve le poisson, voilà, tout simplement, qui guide les navires vers les endroits où se trouvent les meilleurs bancs. Alors, ceci fait, je pense qu'on peut rentrer dans l'art directement. Bah vas-y.
Donc les scènes sont cadrées tour à tour par les joueurs et assez rapidement en fait les colons font irruption dans ces scènes. On a tendance évidemment à cadrer des scènes qui nous sont favorables en tant que colonisés. Moi, chassant de poissons, Frédéric faisant avec habileté la charpente. Je sais même pas si t'étais pas en train de construire un bateau ou le toit d'une maison. Où il construisait sa maison, puis après, plus tard, il draguait une fille seule sur la plage. Voilà. Et à chaque fois, les colons viennent interrompre des moments où nous on se met plus ou moins en valeur. Hein. Donc ça c'est un premier trait qui est intéressant, c'est que en obligeant les gens comme ça à cadrer leur scène et en obligeant le colon à intervenir, parce que si le colon n'intervient pas, je perds des jetons qui accélèrent la fin de partie sans venir amener les problématiques du jeu, quoi. Voilà, ça c'est très important aussi de savoir que si l'un d'entre nous n'a plus de jetons, il est mort. Si le colonisateur n'a plus de jetons, l'île devient autonome, mais sous la responsabilité. On explique elle n'est pas indépendante. En quoi les autochtones, les natifs se sont assimilés à la culture des colons. Et la partie prend fin. Voilà. Dans tous les cas, on a l'impression que la partie dure aussi longtemps que les jetons sont bien partagés autour de la table. Ouais. Et que c'est le déséquilibre de ces jetons qui nous font craindre la fin. Une issue, quelle qu'elle soit heureuse, malheureuse. Bon, en l'occurrence, elle est toujours malheureuse. Enfin, en tout cas, c'est discutable. En fait, pour moi, le malheur dans ce jeu, il est au début. Le malheur a déjà eu lieu. Et là, on joue les retombées. Donc, forcément, ça va être malheureux parce que ça commence de façon dramatique. Et derrière, ça va être quelle souffrance on veut choisir quelque part en tant que joueur. Et donc, je veux juste rebondir sur ce que tu disais donc, sur les scènes encadrées par les joueurs. N'oublie pas de dire la personne que tu... Romaric, pardon. Ce que tu disais sur le cadrage des scènes, c'est quelque chose que j'avais aussi beaucoup ressenti moi quand j'avais été joueur et sur lequel j'avais eu un grand plaisir justement à réfléchir à ces cadrages parce qu'il y a toute une réflexion méta en fait sur... Je fais une scène où j'essaye d'être isolé pour que le colon ait du mal à venir et donc faire une scène normale où le colon ne vient pas. Mais en même temps, le problème c'est que ces scènes-là, souvent... il peut venir sur des choses qui me sont privées, qui me sont vraiment au cœur de mon personnage. C'est clair. Alors que je peux me mettre en scène dans des choses sur lesquelles c'est normal qu'il soit présent, et il pourra taper sur des choses qui sont moins importantes pour mon personnage. Ou au contraire, je peux l'amener sur des choses qui sont super cruciales pour moi, pour voir jusqu'où est prêt à aller le colon. Et en fait, j'ai un pouvoir en tant que joueur sur les sujets qui vont être abordés, sur... Et donc ça, c'est un pouvoir que j'avais beaucoup aimé, moi, en tant que joueur. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, ça. Alors, moi, d'une manière générale, j'ai adoré toutes tes interventions, Adrien. Je les ai trouvées vraiment à chaque fois très pertinentes, etc. Juste dans la base, qu'est-ce qui est précisé pour le colon ? Est-ce qu'il y a un contrat social qui doit être passé entre les joueurs pour savoir jusqu'où on peut aller ? Parce que tu aurais pu nous emmener vers des thématiques très très dures. Hein. Moi, à un moment donné, tu mets en jeu mes enfants et ma femme. C'est un peu des problématiques en plus que je vis à titre personnel en ce moment avec mes enfants et tout. T'as pris le risque d'aller sur des thématiques. Moi, tu sais, aujourd'hui, les enfants, c'est difficile depuis que j'en ai dans les jeux. Hein. Ça fait partie des thématiques où je prends la X-Card. Hein. Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce qui est dit là-dessus ? Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de dit là-dessus. Sur la sécurité émotionnelle. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de dit sur la sécurité. Parce que quand même, le colon a un pouvoir d'intrusion dans la vie, dans l'intimité des colonisés qui est très très fort et qui peut être apparenté pour beaucoup de personnes qui ont l'habitude de s'attacher à leur personnage comme une véritable blessure, une véritable cassure. C'est une violence symbolique, en tout cas narrative, qui peut être faite ici. Donc je ne sais pas ce que dit le jeu à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà. C'est un jeu... minimum, il faut mettre des trigger warnings. Oui, mais je pense que c'est un peu l'esprit que le jeu donne. C'est le côté, vous venez Antoine. pour en prendre plein la figure quand même en partant dans ce jeu-là. Et effectivement, il y a un aspect, je ne m'étais pas rendu compte consciemment pendant la partie, mais comme tu le dis, où en fonction de comment tu cadres tes scènes, tu vas amener un certain contexte où le colon va pas pouvoir non plus partir complètement à l'inverse. Et par ailleurs, c'est uniquement les scènes que toi tu cadres où ton personnage est obligatoirement présent. Ah non, toi tu peux aussi amener un autre personnage dans une scène. Forcer un natif à être présent dans une scène. D'accord, donc non, il y avait aussi ce côté-là. Tu l'as pas utilisé ça ? Non. C'était plutôt nous qui à n'importe quel moment on peut s'amener dans une scène en cours. Les scènes que je cadre moi, j'impose qui est présent. Donc déjà, oui, c'est donc il y a cet aspect-là. Et après, je l'ai peu utilisé parce que je n'avais pas eu besoin sur le coup, mais typiquement un joueur qui serait systématiquement défilé des scènes et que je pouvais avoir que dans les scènes que je cadre moi, à terme, je l'aurais forcé dans les scènes. Mais j'ai pas eu besoin de le faire parce qu'en fait, pour moi, on n'a pas eu le temps de vraiment jouer très longtemps. On a joué, enfin ça a duré.
mais ça aurait pu durer un tout petit peu plus. Hmm. Et c'est à ce moment-là où j'aurais été dans la situation où en fait les conflits, les situations, les gens qui risquent de virer amok commencent à se manifester clairement, et où là j'aurais été dans la situation où justement je les force pour les mettre face à des choix. Personne n'a brutaux, viré quoi. amok au cours de cette partie. Donc Ouais. ça fait partie d'une dimension dans le système dans des règles qu'on n'a pas du tout éprouvées. Ouais. Donc ça, il faut le dire aussi, c'est important dans le ressenti qu'on a par rapport au jeu. Par rapport à cette histoire de sécurité émotionnelle dans Dog Eat Dog, J'ai rien vu dedans. alors oui, mais je vais défendre le jeu par rapport à ça quand même. Quand tu présentes les règles du jeu, tu vois très très bien que tu es en train de mettre des mécaniques et un Abusives, système ouais. autoritaire. Oui. Et donc à ce moment-là, tu comprends que tout va pouvoir être abordé et que si les choses te dérangent, il va juste falloir dire non, là j'arrête. Voire même le suicide de ton personnage. Oui, est que une tu peux faire à possibilité. n'importe quel moment. C'est d'ailleurs ce C'est que vrai. j'ai choisi de faire indirectement T'as en fait un accent à suicide fond sur la un cop suicide ou un truc Ouais. comme ça. Ah, moi, clairement, j'ai voulu résister à l'autorité, à l'autoritarisme du jeu. Et je me suis battu pendant toute la partie, non pas contre les colons, mais contre le jeu. Ceci dit, ça a donné lieu à une dimension esthétique dans la bataille de mon personnage qui n'est pas inintéressant. Mais j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir. Est-ce que vous avez des points que vous vouliez aborder avant? Parce que moi, vous savez, là, On a des j'ai kilomètres. 2 pages de notes. C'est la plus grosse quantité de notes que j'ai jamais eue dans un podcast de la cellule. Ouh. Donc ça va être. Moi, un des points qu'il faudra que j'aborde, alors à toi de me dire quand est-ce que tu veux qu'on l'aborde vis-à-vis de tes notes. Non, mais vous c'est- n'avez pas noté des trucs. Enfin, on Moi, peut j'ai peut-être rien noté, commencer mais par- j'ai plein de choses en tête. D'accord. ouais. Moi aussi, un paquet de choses, mais il n'y a pas spécialement de moments. Donc, quand- est-ce que vous voulez quand les suivre dire, le vaut plan, mieux peut-être mon faire plan dérouler. d'exposition et puis Ouais. ça Et Et on vous- s'intercalera quand D'accord, il faut, ouais, etc. alors. Donc, c'est moi qui vais qui vais faire le plan. Jérôme, Oui, pardon, je qu'est-ce pop. que tu fais, qu'est-ce que tu fous là Me voilà. On a un public. Hein, voilà, faut le savoir. Voilà, juste pour la sécurité émotionnelle, je spot quand le jeu date, mais Monster Hearts 1 avait rien non plus. Et à force, en fait, c'est des pratiques qui sont assez récentes, en fait. Donc, Alors tout à fait, il y en a pas dans ce sens non plus. C'est pas une critique que je fais, c'est juste que les gens qui nous écoutent soient au courant. Tu Oui. vois, s'il y a des gens qui nous Bien écoutent, sûr, ouais. qui sont pas à l'aise avec certaines thématiques, ils sachent que Dog Eat Dog, c'est attention, c'est trigger warning. Tu Et vois, de quand date le jeu? Oui, ça c'est une très bonne j'ai question. cherché une date dans le livre, j'ai pas trouvé. Et on n'a pas encore trouvé. D'accord. Donc j'allais dire Jérôme Cahuzac, du coup il m'a. Non, non. Adrien est en train de chercher sur internet. Alors, Du coup, je vais revenir sur quelque chose par rapport à la Antoine. sécurité émotionnelle, comme ce que tu disais, Romaric. C'est vrai qu'au moment où on explique vraiment le système, où on crée les traits des colons et des natifs, et où on nous explique comment le tour de table va avoir lieu à chaque fois, le système est tellement autoritaire qu'on en rigole, qu'on en blague d'entrée de jeu. On avait le rire machiavélique d'Adrien à chaque fois, s'amuser des choses. Un exemple pour vous donner un peu le ton de comment ça se passe, c'est que lorsqu'on a des conflits entre joueurs colonisés, on peut utiliser tous les traits évoqués dans le jeu, notamment le trait de notre personnage, sa propre identité. Mais aussi le lorsqu'on a trait des natifs en général. c'est ça. Mais lorsqu'on a un conflit contre le colon, on peut utiliser les traits génériques des natifs et des colons, mais on ne peut pas utiliser notre trait personnel à nous, parce que aux yeux du colon, on est tous les mêmes. Aux yeux du colon, les natifs sont tous les mêmes. Voilà, Donc il y a énormément de règles comme ça, qui sont à la fois des règles et à la fois des espèces d'avertissements, et même des injures presque, donc des ça, c'est jugements vraiment extrêmement le forts. poncif raciste. Et donc pour le coup, c'est vrai que quand on nous explique le système, on est complètement conscient de la violence de la chose d'un point de vue système. C'est assez clair. Il y a des règles explicites qui disent, lorsqu'il y a eu quelque chose qui a été réglé par les dés et que l'issue devra en être terminée, le colon peut toujours dire oui, mais en fait ça marche pas quand même. ça m'arrange pas. C'est Et ça. c'est moi qui prends l'autorité. Donc le colon peut, s'il le souhaite, avoir tous les pouvoirs, sauf sur un point, on en reviendra plus tard, c'est l'élaboration des Les amok. Règles. Les amok. oui, et les amok ouais. qu'on On n'a n'a pas joué, et l'élaboration des règles de je sais pas comment, elles ont un nom parce qu'on les a appelées les règles à chaque fois. C'est Mais c'est un élément assez central et je sais pas si C'est un nom, mais je l'ai. si elles ont un nom précis. C'est une espèce de Des règles que les colons intègrent face à l'autorité qui s'impose à eux. Très bien résumé, Fred. des comportements moraux. C'est à- On aurait envie de dire- le record, Le record, ça veut dire les registres. les registres. Ouais. ouais. Mm. Donc c'est les règles intégrées. Mais j'aime bien le terme d'intégrer, Oui. qui est très très bien. Oui. C'est-à-dire, il y a le côté on intègre des règles qu'on nous force à. C'est très bien. C'est dur. Et c'est Donc, dur. la date que j'ai trouvée, il y a eu un crowdfunding en 2012. Mars 2012. Donc c'est assez récent quand Ouais, même. c'est pas si ancien. C'est pas si ancien quand même. Mais, Donc, oui, par contre, et donc je veux rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, il y a plein de warnings. Attention, c'est un jeu autoritaire avec des. Il n'empêche que sur ce jeu peut parler de viol, ce jeu peut parler de violence faite aux Voilà, c'est enfants, ça. ce jeu peut parler de femmes battues, enfin tout ça.
il y a rien. Donc effectivement, vu que des sujets graves peuvent être abordés, aujourd'hui, ce serait de bonne loi de mettre un petit Oui, notamment pitch parce au début. Avertissez vos joueurs, on peut discuter de c'est quoi nos limites, qu'est-ce qu'on veut Voilà. aborder ou pas aborder. Notamment Ouais, parce je que suis tout d'accord. repose sur l'autorité du colon. Ouais. Qui, dans l'improvisation, parce que quand on demande à quelqu'un d'improviser des dynamiques autoritaires, on va souvent dans la caricature et dans l'excès. C'est normal, parce qu'on est dans l'improvisation, on a assez peu de temps pour y réfléchir, donc c'est jamais subtil. J'ai d'ailleurs trouvé qu'à la fin du scénario, de la partie, j'ai trouvé, Adrien, que tu commençais à rentrer dans des subtilités qui, moi, à titre personnel, me touchaient beaucoup plus. Les funérailles, les rituels. On n'était plus dans la caricature au départ, ça commence avec des militaires qui posent les bottes sur notre bateau pour nous prendre notre poisson. Ça, c'est une caricature. Et à la fin, ça finit de façon beaucoup plus insidieuse par des relations amoureuses. En fait, Et là, c'était beaucoup plus intéressant. Pour la première scène, le problème, c'est que tu m'as forcé la main, en fait. Étant à bord d'un bateau, j'avais aucun moyen de faire venir l'autorité à part en bateau. Et donc, du coup. Donc déjà, ça a alors posé. maintenant, en y pensant à posteriori, j'aurais pu dire l'officier tellurien qui est à bord du bateau, parce qu'il embarque toujours à bord des bateaux de pêcheurs, j'aurais pu le forcer comme ça, Ouais. vérifie comment ça se passe, que vous respectez bien leurs prescriptions. Mais bon, Mais c'est pas du tout un reproche, Adrien. Ouais, non, J'ai bien trouvé sûr, bien justement une évolution Mais- qui va parfaitement avec le jeu. Et Parce qui a qu'au très bien fonctionné dans la dynamique de cette partie, oui, j'en parlerai ouais. plus tard. Et oui, parce qu'au départ, ces gens sont des étrangers. Ils arrivent et donc du coup, ils ont des comportements avec nous qui sont des comportements de choc civilisationnel. Alors qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'échanger, eh bien, on s'attache les uns aux autres et donc on découvre progressivement. J'ai trouvé cette partie très à l'image en fait du fantasme qu'on peut avoir de la rencontre entre deux civilisations. Moi, je l'ai jamais vécu à titre personnel, c'est pour ça que je parle d'un fantasme, parce que j'ai vu ça dans des films bien sûr, mais je l'ai pas vécu à titre personnel. C'est un autre problème aussi de ce jeu, mais il y a tellement de choses à aborder. Alors, donc du coup, voilà, j'ai trouvé qu'en tout cas il y avait une gradation très intéressante, même du point de vue des mécaniques que tu as parfaitement. Donc enfin voilà, vraiment. Moi, j'ai trouvé que là, j'ai l'impression d'avoir fait une partie prototypique de Dog Eat Dog. Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti aussi. On a Vraiment, vu, ouais. à part le Amok qu'on a un peu raté, au niveau des personnages qu'on avait, au niveau des situations, on a eu une bonne évolution, une bonne vision de plein de choses Ouais. d'ensemble. Et à part le Amok, je pense À part qu'on le a. Amok, quoi. alors moi, il y On a a un un bon comportement bilan. que j'ai pas vu chez vous et que, en fait, moi Adrien. quand j'avais joué, c'est le diagnostic que j'avais fait, c'est que c'est un jeu qui pousse les joueurs à être passif-agressif. Ah bah moi, je l'étais à fond. Ben non, t'étais agressif. Oui, d'accord. ok. Oui, clairement. Un point. Un point pour T'étais toi. agressif. Hein. Moi, quand j'avais joué, je jouais un prêtre des colonisés qui du coup était tout dans le. Oui, on va s'incliner devant eux parce qu'ils ont gagné, mais il n'empêche que dès que j'avais l'opportunité d'utiliser mes rituels sur leurs soldats morts, enfin, en fait, de jouer un peu leur jeu, tant qu'il n'y avait pas de règles, ben j'y allais quoi, et je grattais tant que je pouvais gratter. Moi, j'ai Je failli aller vers ça à un moment. J'avais des Ouais. idées en tête, mais j'ai pas eu le t'es temps fait au niveau rattraper des. Je par me la suis fait rattraper gentillesse, ouais. par la et la façon dont la partie s'enchaîne assez vite. Mine de rien, c'est aussi. On a fait une partie courte aussi parce que les scènes étaient rapides. Ouais. Et le temps que ça revienne à moi et que ça soit moi qui cadre une scène, les événements avancent. Et en fait, par exemple, à un moment donné, j'avais en tête l'idée que mon personnage allait agir de façon assez violente, mais dans l'ombre, aller faire des sabotages ou des choses comme ça. Mais pas en plein jour, Ouais, vu bien comment sûr. il procédait. Mais j'ai pas eu l'occasion de mettre ça en scène. Mais ça aussi, c'est intéressant, le fait qu'on n'ait pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Ouais. Je vais en parler, c'est assez central, je pense. Après coup. Alors, si on suit un petit peu le déroulé de mon plan, moi j'ai une première question pour toi, Adrien. D'où vient le titre Dog Eat Dog? Alors Alors il j'ai vient- vu qu'il y avait plusieurs fois où il y avait des références Ouais. au. il y a une- Par exemple, je crois qu'il y a une référence dans les autochtones natifs à un moment donné. Ouais, ils ont un écrit- trait qui est ils mangent Ils du mangent chien. du chien. C'est un des exemples de partie. Et en fait, On voit ici l'origine cette du espèce de nom vient yin et d'une yang. citation qui est en début de livre, qui dit They like you because you're a copycat, want to be just like them. They like you because give it a few more years, you'll be just like them. And when that time comes, will they like you more? Et c'est by R. Zamora Linkmark. They like you because you eat dog. Alors, est-ce que tu peux la traduire? Parce qu'il y a des auditeurs qui sont. Ils t'apprécient parce que tu les copies, parce que tu agis comme eux, parce que tu veux être comme eux. Ils t'apprécient parce que, alors, laisse quelques années passer, tu seras exactement comme eux. Et quand ce moment arrivera, est-ce que ils t'aimeront plus? Hmm. Et le titre du livre, donc, c'est Ils t'aiment parce que tu manges du chien. Ouais, c'est. C'est puissant. Ça. Je trouve ça assez chouette qu'on l'ait maintenant et qu'on l'ait pas lu au début de la partie, mais qu'on l'ait maintenant après le contexte de ce qui s'est passé et ça permet de et réinterpréter. c'est de réinterpréter des choses. Et la question, est-ce qu'ils t'aimeront et dans le cas de nos personnages, qui nous aime, qui Et se ouais. souviendra de nous, etc. Après,
C'est assez central comme question, c'est assez majeur. Et c'est là qu'on se Ok. rend compte qu'on a fait une partie prototypique de ce jeu. Cette phrase colle tellement à la partie d'un point de vue du contenu fictionnel À fond, ouais. qu'on voit qu'on a fait vraiment une partie de Dog Eat Dog, même s'il n'y a pas Mhm. eu de hammock. Donc on va pouvoir en parler vraiment puissamment. Jérôme, intervention du public. Oui, intervention Des de. intermittents du spectacle. Oui, ouais. mes petites origines de traducteur. Voilà, je fais mon Vivien. Bonjour. Salut Vivien. Vivien. Dog Eat Dog, je viens de vérifier, c'est aussi l'expression de la loi du plus fort. L'homme est un loup pour l'homme. C'est l'expression anglaise pour Dog Eat consacrée Dog. pour ça. Très bien. Merci bien. pour le moment traduction Ouais, Google. mais très important. Ouais, non, c'est super très cool. important. En plus, enfin bref, on l'avait dit à la fois, on avait essayé de jouer avec Fly et Natacha. On avait rappelé ça. Très bien. Alors, j'ai trouvé très intéressant le fait que certains éléments du jeu se trouvent au centre de la table et pas la totalité de ces éléments. Les personnages sont à nos côtés, alors que les règles qui s'appliquent à tous les autochtones et aux colons sont au centre de la table. Ouais. J'ai trouvé ça d'un point de vue. C'est des petites choses qu'on oublie, mais moi j'aime bien les rappeler parce qu'il y a des créateurs de jeux qui nous écoutent. Les choses qui sont importantes pour tous, mettez-les au centre de la table. Ouais. Et là, vraiment, le fait que les règles soient au centre de la table fait que on sait que c'est quelque chose Alors, d'important. par les règles, t'entends le registre, c'est-à-dire les Le règles. registre, pardon. La première étant les autochtones, enfin Record. les Hurondins sont inférieurs aux Telluriennes, qui est la première règle, et ensuite qui vont venir s'enrichir de nouvelles règles. Celles-là sont au centre de la table. Les règles du jeu, elles sont dans le bouquin, elles sont à côté de moi, mais c'est pas. Voilà. On parle bien de ces règles-là, qui sont les règles sociales qu'on attend de la part des autochtones dans la partie. Voilà. Alors, puisqu'on en est à parler de ces règles, on va expliquer un petit peu comment elles sont générées et comment elles sont écrites. Et là, je crois qu'on va arriver sur un point. C'est le cœur du jeu. C'est le cœur oui. du jeu. C'est le cœur du jeu. C'est le cœur du jeu et c'est aussi, à mon avis, ce qui fait que le système est aussi explicite. Ce qui peut poser un certain nombre de problèmes et ce qui va être, moi, le corps de ma critique de ce jeu. Alors, comment sont générées ces règles? Qui veut se lancer? Moi, je veux bien me Antoine. lancer là-dessus. Parce Oui, que t'es c'est très fort dans c'est l'exposition assez des systèmes. Alors, Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. les scènes sont cadrées tour à tour par les joueurs, comme on l'a énoncé, et à la fin de chaque scène, peu importe ce qui a eu lieu dedans, uniquement à partir du moment où le colon est Il faut que le intervenu. colon soit intervenu. Oui, ouais. mais c'est le cas dans la quasi-totalité Majorité, des scènes en Ouais. général. Il y a quelques scènes où j'ai failli ne pas intervenir Ouais, parce mais que c'est- ça avait aussi un aspect poétique, mais Ouais. Alors, est-ce que quand tu n'interviens pas, s'ils ne respectent pas les règles quand même, non, les non, jetons quand seraient je changés? n'interviens pas, on ne regarde pas les règles, on ne crée pas de nouvelles règles, je perds juste un jeton. Parce que moi, j'aurais trouvé que si tu, même sans intervenir, quand ils ne respectaient pas les règles, il y avait des sanctions. Non, mais Ouais. ça aurait pas été cohérent. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans la partie, c'est comment les règles, même quand le colon n'est pas là, influencent les corps, Ah bah oui. les êtres, les pensées des gens qui sont présents. Qu'est-ce qu'il fait, Ah, Antoine? c'est de l'aliénation Il va totale. prendre Ah, des c'est Romaric qui brouillons. les a, les règles, c'est Romaric qui les a. Ah, tu cherches les règles, c'est moi. Parce que comme j'écris comme un cochon, Adrien me les a données pour que ce soit à moi qui les lis. Mais comme je vais pas arrêter de parler dans ce podcast, je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui les aies. Très bien. Donc le principe est le suivant, à chaque fois qu'une scène est cadrée, avant de passer à la suivante, on rajoute une règle au registre. Sachant que la première règle, Sachant que la première règle, les colons sont inférieurs, les natifs sont inférieurs aux colons, et la posée règle de fondamentale et les autres en découlent en quelque sorte. Chacune des règles doit porter un petit peu sur un élément qui a eu lieu dans la scène. Ça doit être quelque chose, une conséquence de ce qui a été constaté au niveau des rapports entre les colons et les natifs. La meilleure façon de se les représenter, c'est des règles que les natifs pourraient se donner entre eux comme des conseils, C'est en ça. disant fais attention vraiment, sinon tu vas avoir des ennuis. En fait, dans le bouquin, il est dit, c'est une règle qui est explicite. Quel type de comportement les colons ont récompensé, quel type de comportement les colons ont puni, quel type de comportement les colons seront susceptibles de copier parce qu'ils trouvent ça intéressant, et quel type de comportement les colons vont à tout prix éviter. C'est en gros savoir comment se comporter vis-à-vis des colons, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, Alors, ces règles sont les seules choses que l'on écrit, nous, en tant qu'autochtones, et sur lesquels vous avez autorité. et sur vous. lesquelles on a autorité, nous, mais dans la base, et c'est ça, moi, je vois que j'ai vu, Oui, j'ai t'avais vu du un mal avec problème. Dans la base, il s'est dit que, oui, ok, vous avez autorité là-dessus, mais ça doit concerner votre position vis-à-vis Bien des sûr. colons. Et les contraintes qui pèsent sur la création et la génération de ces règles sont suffisamment explicites pour nous forcer à écrire des règles du style il ne faut pas taper les colons, il faut être gentil avec les colons, il faut leur donner gna gna. Et donc en fait, on inscrit nous-mêmes les règles de notre Bah oui. propre soumission. C'est ça. ça. Ça Et- fonctionne comment en vrai, Romaric? Alors effectivement, ça me fait Mhm. vraiment penser au Dernier Empereur, à tout un tas de films comme ça qui parlent de ces relations entre les peuples colonisés, les colonisateurs, de l'impérialisme japonais, gna gna gna. Tout ça, oui, mais parfaitement, je suis d'accord. Sauf que ce que je trouve dommage, c'est que ce soit des règles
qui nous y pousse obligatoirement et pas le vide fertile du jeu. C'est-à-dire, en fait, on en avait un petit peu parlé dans le jeu d'Avrehalder sur comment s'appelle ce jeu déjà, le jeu de cartographie A Quiet Year. A Quiet Year, où Avrehalder veut dire les gens ne savent pas se parler entre eux. Et il y a une règle, c'est on peut pas se parler entre nous. Oui, voilà, il y a une règle où on peut pas se parler entre nous, donc oui, on peut pas se parler entre nous, oui, voilà. Mais la règle est trop explicite. Et ça, c'est vraiment quelque chose un tout petit défaut de le jeu Dog Eat Dog est un jeu génial. Hein. Oui, attention, ça, j'ai adoré, je trouve ça super. C'est hallucinant. Là, on est vraiment sur la seule critique que j'aurais de ce jeu, vraiment. Et en plus, je seule. suis pas d'accord. Et en plus, t'es Ouais, pas moi, d'accord. pareil, Là, c'est je suis très pas bien. d'accord, Je ouais. trouve que les règles sont trop explicites. Ce sont les règles qui nous poussent à la soumission. Donc, c'est le jeu qui est autoritaire et pas nous-mêmes qui intégrons cette autorité. C'est ça qui me pose problème dans ce jeu. Pour moi, si, justement, Antoine. parce que ce qui a été assez amusant, c'est après la première scène, la première règle qu'on doit écrire. Tout de suite, on a les 3 joueurs colonisés étaient bien conscients que c'était un des seuls moments où ils avaient l'autorité sur quelque chose et qu'il fallait en profiter. On jouait ludiste à ce moment-là, on voulait gagner du temps, avoir des règles les moins contraignantes possibles. Et effectivement, il y a eu une longue discussion sur cette première règle en se disant mais qu'est-ce qu'on marque, qu'est-ce qu'on note, qui respecte les règles du jeu et l'esprit qu'elles doivent avoir, mais où on pourra essayer de négocier derrière. Parce que ce qui est important, c'est que les règles sont interprétées après. Parce qu'on n'a pas dit à quoi elles servent encore. Donc, super transition. À la fin de chaque scène, Avant de créer une nouvelle règle. avant de créer une nouvelle règle, on interprète le comportement de tous les natifs présents dans la scène Et du colon. et du colon par rapport à ces règles. L'idée, c'est la suivante. Les Urondins sont inférieurs aux Telluriennes. Là, il y a eu une scène où il y avait le personnage de Romaric et de Fabien. Fred. Et de Fred. Et le personnage de Romaric, est-ce qu'il a respecté cette règle ? Le personnage de Fred, est-ce qu'il a respecté cette règle ? Et c'est à interpréter. Et il y a des débats à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si la règle est explicite, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une vide fertile dans la discussion après sur ça. Il y a régulièrement des négociations auxquelles le colon peut, et tu l'as utilisé plusieurs fois, couper court en disant oui, mais là, mon avis, c'est mon avis, donc t'as pas respecté. Mais néanmoins, c'est ce point qui est central. Et l'une des questions, l'un des brainstorming que ce jeu nous fait faire de façon récurrente, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de façon subtile de respecter sans trop respecter, de trouver des façons de s'arranger sans que ça contraigne trop nos comportements. Et parfois, à l'inverse, pour des raisons de l'économie du jeu au niveau des jetons, on a envie de pas respecter pour ne pas être assimilé trop vite. Sauf que dans la fiction, on n'a pas moyen de briser des règles qui C'est sont ça. trop spécifiques que vous avez créées vous-même. Et du coup, il y a tout un jeu qui se construit. Et comme à chaque fin de scène, il y a une nouvelle règle qui s'ajoute, dès le premier tour de table, vous avez 4 règles à avoir en tête en même temps. Déjà. 5. 5 déjà. Et là, la partie s'est terminée, on en avait 7. Et c'est juste trop à prendre en compte en fait. Et du coup, il y a une espèce de crescendo dans la complexité du système qui, je trouve, est hyper efficace. Ouais, tout à fait. Et qui met une épée de Damoclès sur la partie, une espèce de pression dessus. Et ça, c'est plutôt. Pour rajouter encore à intéressant. ça, c'est-à-dire que moins on respecte les règles, Plus les conséquences sont payées cher. en voilà, fait. c'est-à-dire qu'il y a des échanges de jetons qui sont très importants. Et donc, du coup, plus les échanges de jetons sont importants, c'est plus il y en a 3 qui partent, 4. Au départ, il y en a un qui part. Ouais, au un début, qui tu donnes un sort, coup de qui rentre. poing, Puis après, tu donnes c'est- un coup de poing à un tellurien, tu perds un jeton parce que t'as pas été inférieur Voilà, à c'est lui. ça. Plus tard, si t'as la règle de il faut pas frapper les telluriens, bah t'en brises 2 des règles. Ouais, Donc c'est c'est 2 inférieur, jetons. nanana. Et puis il y a sans doute une autre règle que tu vas Voilà. briser avec et ça. donc en fait parce les que- échanges sont de plus en plus importants et donc les risques de se retrouver borderline à 1, à 0 ou à plein, parce que je C'est vous ça. rappelle qu'à Parce que plein on t'as dit, perd aussi. t'as dit juste avant, mais là c'est l'endroit où t'étais dans l'esprit de la rébellion. T'as dit, c'est si on enfreint la règle qu'on a des conséquences, mais c'est aussi quand on la respecte qu'on a des conséquences. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. Et on a au début de la partie une optique où on peut se dire il faut quand même que j'essaie de respecter parce que j'ai pas envie que mon personnage arrive à 0 et que ça soit le hammock puis la mort quoi. Mais il y a un moment donné où ça monte et tu commences à te demander j'ai quand même envie de me rebeller un peu, j'ai pas envie d'être juste dans la collaboration à ce niveau-là. Et donc il y a ce jeu là qui est assez intéressant, et quand il y a 5 règles en même temps, bah au pire le maximum que vous pouvez avoir, c'est gagner 5 jetons d'un coup ou en perdre 5 d'un coup. Et donc ça devient extrêmement compliqué. On rappelle qu'à gérer. 0 jetons, si on arrive à en fait les jetons c'est une jauge qui est en face de nous. Oui. À 0 on est mort, mais si on a la jauge pleine, on est assimilé, ce qui correspond à une mort aussi, une mort culturelle, une mort sociale, Ouais. une mort de Complètement. notre passé. C'est un truc que j'avais tellement vécu quand j'étais joueur. J'étais prêtre, donc j'étais le garant de la culture, des traditions, et je voyais mes jetons qui augmentaient parce que je m'écrasais. Et en fait, je savais, moi j'étais là, ok, il faut que avant que quelque chose déclenche la fin de partie,
il faut que je fasse un truc de ouf parce que c'est pas possible. Et donc ça s'est arrêté juste après ça, mais t'as cette pression de je veux pas être assimilé, je veux pas tout perdre. Et l'instant, plus tu as de règles, plus effectivement le fait de les enfreindre ou de les respecter te rapporte ou te coûte des jetons, plus l'échange, ce qu'on appelle le va-et-vient des jetons est important, c'est-à-dire la quantité de jetons qui va et viennent est importante, et donc plus tu as de chances d'arriver soit à zéro, soit à fond, et donc plus tu as de chances de provoquer la fin de la partie. Donc le jeu, en accumulant ces règles dans le registre, fait advenir la fin de la partie. Et ça, c'est d'une élégance mécanique. Et ça accélère le rythme de façon naturelle, extrêmement intéressante. Et surtout, il y a un cap en termes de nombre de règles, où tu n'arrives plus à toutes les garder en tête en même temps, et ça devient trop complexe, et tu t'es dépassé par ce qui se passe. Et à ce stade-là... Alors, juste pour corriger ce que tu dis, parce qu'en fait, le mot complexité est dépassé. En fait, si tu veux réfléchir à tout ça en cours de partie, oui, effectivement. Sauf qu'en pratique, qu'est-ce qui se passe ? En pratique, tu te dis, j'en ai oublié la moitié. C'est pas grave, je sais que je suis inférieur. Et cette règle suffit à dicter la majorité des comportements. Tu sais que si t'en dépasses, tu vas te faire taper dessus. Et tu sais que s'il y a 7 règles, il y a 7, 8 règles, tu sais que tu vas payer plus cher que s'il n'y en avait qu'une. Donc l'économie, elle est facile à calculer. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais la règle, les natifs sont inférieurs aux colons, elle est tout le temps appliquée à chaque phase de jugement, à la fin d'une scène. Et après, toutes les règles sont pas forcément utilisées. S'il y en a qui sont pas pertinentes, par exemple, nous, on avait plusieurs règles qui concernaient la foi ou la religion. Ou le mariage. Si jamais dans la scène, c'était hors sujet, à ce moment-là, ces règles ne sont pas appliquées. Et du coup, on n'a pas systématiquement... C'est pas parce qu'on a 7 règles que systématiquement, il y a 7 jetons échangés. C'est vrai, mais la probabilité qu'il y ait des jetons échangés, c'est ce que je voulais dire quand je disais que le va-et-vient augmentait. Alors, j'aimerais bien qu'on donne un exemple. Pardon, vas-y, Adrien. On peut donner un exemple de règle, parce que moi sinon, je sais pas ce que. Alors voilà, et j'allais même un exemple de scène. Deux choses que je voulais faire, c'est donner un exemple de règle et donner un exemple de débat suite à une règle que je trouve très intéressant, qui est le débat avec Fred suite à l'enterrement de. C'était ton frère. C'était un ami. C'était un ami d'un ami du personnage d'Antoine. Ça, c'était un débat que j'ai trouvé très intéressant. Excuse-moi Adrien, du coup j'ai eu peur de couper. Je sais plus ce que je voulais dire. Ok, très bien. Donc l'exemple c'était, donc on va prendre l'exemple de la règle. Très bien, c'est alors je suis désolé, c'est pas une règle qu'on a inventée, mais c'est les autochtones sont inférieurs aux colons. Pourquoi est-ce que m'intéresse cette règle ? Parce que il y a eu un excellent débat. À un moment donné, Fred se fait le garant. C'est un enterrement, d'accord ? L'enterrement de l'ami du personnage d'Antoine. Et un tellurien débarque avec sa famille. C'est quelqu'un qui connaît le personnage d'Ekias, donc d'Antoine, qui était mon superviseur dans mon emploi précédent. J'ai démissionné de cet emploi, mais j'essaie de garder des rapports corrects avec lui parce qu'il essaie de montrer un peu plus compréhensif et sympathique que d'autres telluriens. En gros. Et donc il débarque parce qu'il a envie d'assister à cet enterrement pour montrer son soutien à quelqu'un qui considère son ami. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent que lui, il est dans un soutien semi-sincère avec le personnage d'Antoine, mais que sa femme et ses enfants sont plus là au cirque pour voir des natifs en train de faire une cérémonie avec des plumes et des bateaux qui prennent le large enflammé, incinérant le corps en question. Et Frédéric prend la parole et il va chercher... Mon personnage intervient tout à fait. Exactement. Complètement. Et donc, et refuse en fait cette présence étrangère et encore plus étrangère. Je ne vais pas trouver mes mots, pardon. Mais c'est intrusive, voilà. Complètement intrusive. Mais ça crée déjà de manière intéressante un duel entre deux personnages. Entre deux natifs. C'est super intéressant. Le conflit entre deux joueurs, c'est un truc qui est hyper intéressant. Et lorsque ça arrive, dynamique autour de la table. On sent que vraiment Antoine à ce moment-là s'écrase. En plus il est non. Il a le cul entre deux chaises. Et d'ailleurs, il a dit cette phrase, il a dit je me déteste quand il a joué cette scène. C'est vrai. Il a conclu la scène en disant si vous saviez comme je me déteste. J'ai trouvé ça vachement fort parce que ce qui est rigolo c'est que ton personnage est physiquement métis et que dans cette scène on sent le problème son cœur et tu vois il a une part de tellurien, il voudrait être en adéquation avec les deux, mais il sait qu'il va vexer. Il déteste des deux. Voilà, c'est ça. Il sait qu'il va être, il y a que des coups à prendre. Il y a que des coups à prendre. Et du coup, le conflit en question, c'est le personnage de Fred qui dit non mais c'est hors de question, ils s'en vont, ils assistent pas à la cérémonie, c'est tellurien. Et le mien qui est conscient des retombées que ça peut avoir, des problèmes que ça peut avoir pour nous, qui essaie de gérer la situation de façon un peu diplomatique, qui négocie en disant écoute, ils vont rester au loin, ils vont regarder, ils vont pas faire de bruit, mais soyons zen, détendons-nous. Mais en même temps, je sais que c'est pour ma culture, les rites
Urondien, quelque chose de c'est quand même une intrusion. Quelque chose d'intrusif, et je le ressens aussi parce que je suis moi-même mal à l'aise de la présence, parce que c'est pas juste un enterrement dans mon village, c'est un enterrement où je suis impliqué, où c'est un ami à moi, et dans mon deuil et dans mes émotions de ce moment-là, je dois gérer un aspect politesse, etc., qui était compliqué. Donc j'ai gagné ce conflit au niveau des dés. Ouais, malheureusement. Mais c'est vrai que d'autant en plus, mon personnage, pourquoi il est rentré dans ce conflit, c'est aussi parce qu'une des règles justement qu'on a inscrites sur le registre des règles, et à chaque fois on disait quelle horreur. Enfin, dès qu'on rentrait dans ce... c'est normal. On concernait justement les rites des Tulériennes. Et à un moment donné, on était, notre population était obligée quelque part de respecter ces rituels. Ces rites. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ton personnage, Frédéric, incarne une espèce de pensée qui est les Tulériennes chez les Tulériennes, les Urondins chez les Urondins. La fierté du fait qu'on ait des descendants, qu'on ait une tradition et qu'on essaie de préserver cette chose. Cette pensée-là, quand on la réfléchit à l'aune de la règle, ils sont inférieurs. Moi, j'ai essayé de plaider dans cette partie pour l'idée que, à partir du moment où tu dis les Tulériennes chez les Tulériens, les Urondins chez les Urondins, tu dis implicite, il n'y a pas d'histoire d'infériorité. Tu dis, on est différents. C'est pas qu'il y en a un qui est supérieur et un qui est inférieur. On est différents. Donc il y a plus ce rapport d'infériorité-supériorité. Sauf que là le problème, c'est pas... Effectivement, oui, c'est vrai. Sauf que là, tu es en train, toi, de l'affirmer, de l'imposer à des Telluriens. Alors il y a ça, face à l'oppresseur. Il y a ça, mais c'est aussi, et j'y repense maintenant, l'idée que finalement, les Urondins et les Telluriens sont égaux. S'ils ont le droit d'être chacun de leur côté et de vivre indépendamment les uns des autres, c'est qu'ils sont égaux. Il n'y a donc pas de supériorité. Ils n'ont pas le droit d'intrusion. C'est pas une supériorité ou égale, c'est une supériorité stricte. C'est ça. C'est-à-dire en fait strictement supérieur. Tu vois, les Urondins sont strictement inférieurs on ne peut pas dans ce jeu mettre en place une règle de bonne entente où on dirait Israël est là, Palestine est là, on s'entend. C'est pas possible. Et on est obligé de se foutre sur la gueule. Et quelque part, j'y pense maintenant aussi, ce que ça incarnait comme message, ce que la volonté de ton personnage Fred, c'était aussi ils sont incompatibles et doivent rester chacun de ce jeu, ils peuvent pas se mélanger. Et moi, mon personnage est l'incarnation du mélange, donc je ne peux pas. Très intéressant. Mon existence même te donne tort quelque part, et donc je suis obligé de m'opposer à ça, même si ça me fait du mal, etc. Et donc derrière ce lancer de dés, c'est toi qui l'emporte, Antoine. Oui, largement. Et donc du coup, théoriquement, t'es censé te plier, Fred, et dire d'accord, ils assisteront de loin. Et là, Fred et Romaric se regardent. Alors, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais si on le dit, c'est toi, Adrien, qui tranche. Exactement. Ouais. Et on n'est pas sûr d'avoir envie que ce soit toi qui tranche, parce que ça, c'est intéressant. Si tu tranches, non seulement tu peux dire, effectivement, c'est Antoine qui a raison, on y assiste, mais en plus rien ne t'empêche de dire, puis finalement on a invité 3 potes, et puis l'armée vient. Et du coup, j'ai l'autorité totale. Ça, faut qu'on explique ça va au-delà de ce moment-là. C'est-à-dire que quand on se regarde avec Fred, nous, on sait que ce qui se passe, ça nous va pas du tout. C'est-à-dire que là, vraiment, on a perdu. Nous deux, pour Fred et moi, on a perdu. Mais donc, je peux m'opposer à ce moment-là, parce que le duel concerne Antoine et Frédéric, mais moi, Romaric, je peux intervenir l'opposition en du joueur peut venir de n'importe quel joueur. Ça, c'est important de l'expliquer, c'est que quand il y a eu un jet de dés et un conflit, n'importe quel joueur peut intervenir en disant je m'oppose au résultat de ce jet de dés, je m'oppose à l'issue de la scène, mais pour ce faire, il doit faire appel au colon, au joueur colon. Le colon peut lui-même intervenir et faire appel à lui-même, évidemment avec toute l'autorité qu'il a. Mais le problème à ce moment-là, et ce qui est intéressant pour vous deux, c'est que vous auriez pu faire appel à Adrien, mais c'était à ce moment-là lui redonner de l'autorité. Exactement. Et lui donner l'opportunité, certes, peut-être d'annuler ce jet de dés et son impact, mais du coup d'amener des conséquences encore pires peut-être. Et vous avez préféré, vous résigner à cette issue-là qui vous déplaisait, mais au moins qu'il soit pas impliqué, que à ce moment-là c'était un conflit entre nous et pas avec lui. Et je pense que c'est même pas le fait que c'est même pas le fait que je puisse amener des conséquences pires, c'est juste le fait que moralement c'est un conflit entre vous, et le fait que vous ayez le choix soit de le régler entre vous, soit de faire appel aux colons pour trancher, c'est un signe de désaveu. C'est un signe de faiblesse, de désaveu. C'est comme si la menace du colon suffisait à faire appliquer son autorité. C'est-à-dire, c'est la coercition, le fait factuellement, c'est ça. Le fait qu'il puisse le faire fait qu'on intègre, et là on sent vraiment le propos du jeu et le vide fertile du jeu à fond. Là c'est bon, là c'est match. Sur ce phénomène-là, je suis d'accord.
c'est moins explicite que sur la règle, tu vois, où on est obligé de faire des règles. Bon, tu vois ce que je veux dire ? Là, on le sent, la puissance de la. Mais pour revenir à la création des règles, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, putain. Le malaise que tu ressens en tant qu'autochtone à créer ces règles, il est bien. En fait, il est bien. Il est énorme. Il est énorme parce que t'es torturé en tant que joueur, t'as une certaine morale qui te dit oui, effectivement, dans cette scène, mon comportement, il est pas il a été puni. Donc effectivement, le jeu m'indique va dans cette direction-là. Mais en même temps, j'ai envie d'essayer de résister, de mettre un truc qui soit peut-être un peu. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, les premières règles sont un peu spéciales. Au bout d'un moment, on arrive dans des règles qui sont hyper génériques et même en tant que joueur, les premières règles, vous avez beaucoup discuté. À la fin, vous étiez tellement résigné. C'était ne pas prendre les armes contre les colons. Alors. Petit endroit là où il y a un truc qui me titille dans ce jeu quand même. C'est le fait que là on est là en train de dire ouais, il est bien le jeu, il est bien, il nous fait bien voir ce que c'est que l'autorité intégrée, etc. et tout ça. Mais autour de cette table, est-ce que l'un d'entre nous a connu ce type de situation vraiment ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et donc il y a un côté aussi, il faut pas. C'est important de le préciser, c'est-à-dire que l'auteur de Dog Eat Dog a connu ces situations-là et on peut estimer que lorsqu'il a fait ce jeu, il a voulu partager un sentiment qu'il avait ressenti et compagnie. Il nous le fait très très bien partager, mais si on avait été nous-mêmes, si on était palestiniens, vous imaginez jouer à ce jeu faites jouer à ce jeu un Palestinien. Bien sûr, Qu'est-ce qui se passe quoi ? Et moi c'est ça la question, c'est-à-dire que ce jeu. Quel est le propos de ce jeu ? Est-ce que c'est l'idée de faire ressentir à des gens qui sont des joueurs de jeux de rôle des sentiments proches, en synesthésie, pour faire comprendre des mécaniques d'intégration des règles décolonisées par la violence, la violence symbolique ? Et il y a, je pense aussi, sensibiliser au fait que ça a eu lieu. C'est aussi un jeu à vocation historique. Ça a lieu, Adrien. Alors, ça existe aujourd'hui. Alors, ça existe, mais ce que je veux dire, quand je dis que ça a eu lieu, c'est parce que lui, il l'écrit, il le cadre dans le contexte des îles du Pacifique. Il documente cette période-là. Donc, et effectivement, ça parle de façon générale, mais je pense que si on veut le parler de façon historique, c'est parce qu'il veut parler de ce phénomène-là qui est peu connu. Mais Non mais je suis d'accord. Non mais je suis d'accord, ça continue à avoir lieu. Oui. Je suis d'accord. Mais le contexte historique, c'est il veut dire ok, ça a lieu en général. Mais j'aurais pu faire un jeu différent qui s'appellerait différemment, qui aurait des contextes différents. Je ne pas sur une île. C'est une histoire personnelle. Mais ça, c'est une histoire personnelle. Je suis d'accord. Mais ça me fait penser à Amadeus de Milos Forman. Amadeus fait la biographie de Mozart. Et évidemment, en plus, il se trouve que ça n'a pas du tout eu lieu. Sa biographie est fausse, etc. Mais sa biographie est surtout l'occasion de parler d'un truc qui a lieu en permanence entre le génie et les médiocres, comme il les appelle dans son film. Ici, c'est pareil. On a un type qui nous parle d'une expérience donnée mais en fait, ça parle de comment, par la violence, on intègre des règles, y compris aujourd'hui dans la société capitaliste et compagnie, comment la violence... Pour aller dans ton sens... Ce jeu, il va au-delà de lui-même. Je suis bien d'accord avec ça. Non. C'est connu, hein, parce que tu as une section plus loin dans les explications autour du jeu, quand ça a été pensé et autres, qui s'appelle Dog Eat Alternate Setting. D'accord ? Ouais. Et donc, tu en as un qui sait... Est-ce que vous voulez jouer dans de la science-fiction ? Donc les natifs, ils sont optimistiques, outgoing, ils se reproduisent vite fait, ils sont effrayés par une guerre nucléaire récente et par des super hommes, machin. Et l'occupation, ils sont flawlessly logical, ils font partie d'une fédération qui s'étend sur toute la galaxie. Ok, bon. Il y en a un deuxième qui est, et à propos de fantasy, donc les natifs, ils ont la peau verte, ils vénèrent la force dans le combat et ils utilisent des armes improvisées. Et l'occupation, ils peuvent vivre pour des milliers d'années, ils sont de façon inhérente magique, ils ont des oreilles pointues. Tu continues. D'accord. Un truc un peu plus historique. Alors, les natifs, ils ont une religion animiste, ils ont une très puissante armée, et ils sont d'Europe de l'Est. L'occupation, c'est un ordre monastique de chevaliers. Ils ont comme mission de convertir tout le monde et ils sont de l'Europe de l'Ouest. Et puis il y a le dernier. Le dernier, un truc plus actuel. Donc les natifs, ils ont un gouvernement corrompu, ils ont déjà été colonisés, ils sont pauvres comme de la poussière. Et l'occupation, ils pensent faire le bien. Ils sont majoritairement des garçons qui ont fait des études universitaires supérieures de classe moyenne et ils ont plein de petits gadgets électroniques. Voilà, là on est, voilà, très bien, ok, voilà. Donc le jeu va pas au-delà de lui-même, c'est-à-dire que l'auteur sait bien qu'il a mis en place des dynamiques autoritaires. Il a mis une dynamique qui peut s'appliquer à plein de choses. Il l'a mis dans ce contexte-là particulier parce que lui, ça lui parle, il veut parler de cet événement historique particulier et les gens peuvent jouer dans d'autres contextes, évidemment. En fait, pour moi, ce qui est vraiment incroyable, c'est que ça va encore
Au-delà de ça, c'est que la façon dont tout le système et toutes les règles découlent de la première, découlent de telle population est inférieure à telle population. En fait, ça s'élargit à tous les niveaux. Et je trouve que ce jeu en réussit de façon hallucinante à présenter vraiment des dynamiques de discrimination en général. Si tu prends, je pense vraiment que tu peux très facilement hacker ce jeu avec quelque chose d'aussi simple que les femmes sont inférieures aux hommes et avoir mécaniquement quelque chose qui fonctionne quand même dans la façon dont il y a des comportements derrière qui ont lieu. Mais le centre et le cœur du jeu, c'est les dynamiques autoritaires qui font le cœur du système. Tu vois, civilisation aussi, je dirais. Oui, il y a un aspect civilisationnel. Ouais. Ah, oui, parce qu'il y a moins d'accord là-dessus, moi. Je pense que c'est pas important que ce soit forcément de civilisation opposée, qu'effectivement ça il y a l'aspect des confrontations de culture qui dans notre partie a joué énormément. Qui est assez intéressant. Ouais, mais tu peux le faire avec des propriétés attribuées massivement aux gens féminins, des propriétés attribuées aux gens masculins. Je suis d'accord avec ton exemple est très bon. C'est-à-dire que sur la règle, Antoine, je suis d'accord avec toi vraiment, mais il faut pas négliger le système autoritaire mis en place par Dog Eat Dog qui joue à 95%, c'est-à-dire la règle, de cette règle découlent toutes les autres, ça je suis d'accord avec toi vraiment, mais il faut pas oublier que c'est parce que derrière il y a un système qui te pousse à adopter des règles qui vont dans le sens de la première, parce qu'il y a un colon qui est là, qui menace à tout moment de pouvoir dire vous avez tort et j'ai raison, de tuer n'importe qui. Mais tout ça c'est justifié par cette règle, par cette première règle en fait quelque part. Oui, bien sûr. Ça découle de ça. D'accord, ok. Et non seulement il y a un rapport d'infériorité dans un jugement culturel des dominateurs des colons, mais surtout factuellement à un niveau militaire, un niveau de qui est capable, a les moyens de dominer l'autre. Il y a ce côté-là. Et du coup, je parle vraiment que du système. Voilà, le système n'est qu'une conséquence de cette règle. C'est ça. Et il y a un côté comme ça. Cette règle, elle a un autre élément piège, c'est qu'en fait, elle impose aussi un comportement aux colons. Et qui est c'est très malsain, c'est qu'en tant que colon on a vraiment on est lâché libre, c'est-à-dire on nous dit pas en tant que colon. Je comprends que Fabien veuille plus jouer à ça en tant que colon. En tant que colon, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de jouer à un état militaire qui dès le début va mettre tout le monde en prison, va faire des petits camps et il y aura pas de rébellion, je vous flingue au moindre écart et c'est fini. Et c'est pour ça que je le compare en cela en BJ 237B. C'est que dès le début, il peut y avoir un non-jeu. Je peux ouvrir le rideau en fait. Et parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos personnages ils sont rigolos, tout ça. Et si les joueurs sont tous éliminés, derrière c'est moi qui raconte tout. C'est moi qui raconte la fin de l'île. C'est vraiment ultra violent. Et c'est ultra violent. Et à l'inverse, c'est un choix de game design extrêmement dangereux. Ouais, mais je pense que c'est de la même façon que dans GG237B, cette optique-là, cette menace-là avec laquelle tu commences en disant bon les gars, en vrai, j'ai 7 jetons, j'en dépense 6, vous êtes tous morts, c'est fini. On sait, il y a une espèce de contrat social tacite pour moi où on sait que tu vas pas le faire parce qu'on sait que tu es là pour jouer aussi avec nous. Et donc je pense, et ça je vais en reparler parce que toutes les conditions qui peuvent mener à la fin de la partie, toutes elles ont des impacts énormes sur l'état d'esprit des joueurs pour moi. Cette menace là, et sur l'état du MJ aussi, parce que sachant que je peux terminer la partie à tout moment, parce que si vous faites de la merde, j'ai le droit de vous tuer. J'ai aussi un aspect et du coup qui est hyper ambigu, c'est que quelque part je me dis bon, c'est cool, ça serait cool que la partie dure un peu, que je puisse les découvrir. Mais du coup quand tu réfléchis à ça, les découvrir c'est quoi? C'est un aspect de voyeurisme. C'est je veux voir ces petits, je veux que Romaric leur souffrance dure plus longtemps. Et ça, son petit folklore de petits autochtones qui me fera rire. Et à la fin, est-ce que je le bute? Est-ce que c'est tellement fort. C'est un aspect de voyeurisme qui est incroyable. En tant que joueur ou en tant que colon dans ce jeu, à chaque fois que vous avez en tête la pensée je vais pas faire ça pour que la partie dure plus longtemps, c'est malsain. Oui. Bah oui, c'est ça. Ouais. Il est magique ce jeu. Il te met dans des états incroyables. Mais ce jeu me fait un peu penser. Vas-y, Fred. Dans notre mesure à This War of Mine, ce jeu vidéo, ce jeu de société. Je connais pas. Vas-y, décris-le pour les auditeurs. Attention à ton micro par contre. Pardon, qui a été créé par des personnes qui ont connu la guerre de Kosovo, concrètement parlant, et qui veulent retranscrire la sensation, l'expérience de vivre une guerre à long terme de fait. En tant que civil, c'est ça le cœur du jeu. Et c'est le propos. Je pense Antoine. Le propos, c'est vrai. Ouais, je l'avais testé aussi. Le propos, il est un peu là-dessus. Vous le connaissez tous en fait. Je suis le seul à être nul là. C'est une drôle d'expérience. C'est génial. En même temps, c'est un jeu de gestion où tu te retrouves à gérer ton quotidien, à devoir récolter de la pluie, voir si tu vas chercher de la bouffe, tu risques de te prendre des balles perdues. Si tu sors, c'est chaud. La nuit, les gens peuvent venir chez toi aussi.
C'est vraiment un jeu où tu gères de la misère, quoi. Ouais, et où tu vas mourir assez rapidement. C'est les Sims, sauf qu'à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que mes voisins qui sont aussi des civils qui galèrent, je leur vole leur bouffe pour moi me mettre bien. Ça amène à des questions morales. Et là, j'aimerais aussi évoquer un jeu qui, hélas, connaissant notre cher Olivier Stein, ne sortira sans doute jamais, mais qui est excellent. Enfin, j'y ai pas joué, mais j'en ai tellement discuté avec les gens qui ont joué. C'est un jeu où tu joues des civils dans une zone en guerre. Des journalistes. Des journalistes, mais pas que. Ça peut être des gens d'une mission humanitaire qui sont planqués là, quoi. Ah, je dois confondre avec un autre de ces jeux. Et où c'est justement toute la notion de jouer quelqu'un qui n'a pas de pouvoir dans un endroit où tu peux mourir à tout moment. Et où je crois que quand tu joues, t'as un qui joue un adulte, un qui joue un enfant ou un jeune. Et où tout le jeu, c'est sur la passation du savoir, de la survie de l'adulte au jeune, sachant qu'à terme, quelqu'un mourra, quoi. Et c'est un jeu sur le drame de la guerre. Ah non, c'est un autre jeu auquel je pense. Ouais. Okay. Et ça, je pense que ça serait bien qu'un jour il le sorte ou qu'il nous envoie un petit PDF et qu'il nous fasse tester. Olivier Stein. Il daigne revenir. Je crois que le message est passé. Mais c'est sûr qu'en ce moment il a la tête dans le guidon pour plein de raisons familiales, personnelles. Et puis du boulot. Et il a du boulot. Parce que vu les sujets qu'il traite et vu l'actualité, je pense c'est clair. Faut savoir il n'est pas à plein niveau boulot. Au contraire. Donc, je voulais parler d'autre chose. Je trouve que dans les règles, alors ce qui est très intéressant, c'est que on comprend que le système est en train de nous broyer. On a du mal ici à l'expliquer dans les micros. C'est très difficile de vous faire partager, chers auditeurs, cette espèce de sentiment d'être dans un système qui nous broie et qui nous pousse soit vers l'assimilation et donc une mort culturelle programmée, une mort identitaire programmée, soit une mort physique violente. On est dans une essoreuse. Et pourtant, ça fait partie de ces jeux où quand on lit les règles, quand on nous les explique, on a une vision de ce que ça va donner. Qui est quand même très proche de ce que ça va donner. On n'a pas tout, on n'a pas tout, mais c'est un jeu qui ment pas sur la marchandise, quoi. C'est ça qui est chouette, c'est le côté très explicite. Caché, secret, c'est. On en a parlé. Alors, oui et non, justement. C'est ça. Le côté explicite, il est à double tranchant. C'est ça le problème. Pourquoi moi, par exemple, j'ai très très vite cherché à fuir ce jeu, par exemple. Parce qu'on parle beaucoup des tensions qu'il y a eu entre vous, mais on parle pas du tout de mon personnage qui a disparu au bout de 2 scènes. Il est mort très vite. Et pourquoi il disparaît au bout de 2 scènes ? C'est parce que moi, en fait, j'avais fini le jeu avant même de le commencer quelque part. Je savais déjà où ça m'emmènerait, et donc j'avais fait mon choix dès le départ. J'avais fait le choix de la mort. Et j'avais même fait plus que ça, j'avais fait le choix de l'amok. Seulement, j'ai pas réussi, j'ai raté stratégiquement mon coup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais dû prendre la parole et je l'ai pas fait pour des raisons de politesse, en fait, parce que j'avais déjà pas mal parlé dans la scène précédente, donc je suis pas intervenu dans la scène de Fred qui se situait juste avant. Alors j'aurais dû le faire pour t'empêcher de me tuer. T'aurais aussi pu le faire dans ta scène. C'est juste que en gros, première scène sur le bateau, tu décides de t'opposer aux gens, donc on te fout un coup de boule, on jette à la flotte, on te dit on va retrouver ta femme et tes enfants. Tout à fait. J'étais sûr que c'était pour les tuer. Dans ma tête, ça faisait aucun doute, Adrien. C'est pour ça que... Tour de table plus tard, c'est à moi de cadrer la scène. L'officier du navire, des soldats débarquent chez lui de beau matin, tape à la porte. J'étais sûr qu'il venait de tuer mes enfants, quoi. Il va pas ouvrir, il défonce la porte, il rentre, il pointe les flingues un peu partout. Et Romaric dit je cherche une arme pour me défendre. Et là, Adrien dépense 2 points. Et là, je dépense 2 points, je le bute, quoi. Point. Voilà. En fait, et moi, mon plan dans cette scène-là, et du coup, c'est pour ça que tu aurais eu le moyen, c'est il venait enlever ta fille pour avoir un otage. Parce que t'étais quand même quelqu'un d'important sur l'île, tu sais où sont les poissons. Moi derrière, j'allais venir marchander avec toi, dire allez, si tu nous aides avec les bateaux, y compris pour eux, bien sûr. Ils viennent chercher les poissons. Ils auraient venus te dire si tu nous viens bosser à bord de nos bateaux de pêche qui sont plus efficaces, tu nous guideras tout ça, et du coup tu seras quelqu'un d'important. Et ta fille, on va l'éduquer. Et là, toi, et la scène était super forte parce qu'elle était extrêmement logique dans les 2 sens en fait. Et extrêmement courte dans sa violence. Bah ouais, c'est ça. Ça a été une incompréhension mutuelle et ça a dérapé et je t'ai buté après 20 secondes de scène, quoi. Très réaliste, ça l'a dit. Ouais, très réaliste. Voilà, tandis que là, tu te serais écrasé un peu. Combien de gens comme moi, en fait, dans l'histoire ? C'est ça. Tu te serais écrasé un peu, tu te serais vaguement débattu, je t'aurais enlevé tes jetons sans te buter et t'aurais viré amok. Ouais. Stratégiquement, j'ai chié. J'ai vraiment chié. En fait, Mais quelque part, c'était ton amok à toi, presque. Bah oui. Sauf qu'il n'y a pas eu le moment de gloire. Il n'y a pas eu le moment de gloire. Sauf qu'en fait, si jamais t'avais pu faire un amok, comme t'aurais eu l'autorité pendant un moment, t'aurais pu sauver ta fille, par exemple. Oui, et alors C'est-à-dire que l'amok, c'est juste
Alors, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Antoine. Mais si tu veux, la MOG, c'est juste le moment où le joueur a l'autorité pour faire uniquement de la violence. C'est ça. Donc, si c'est gagner l'autorité pour faire un acte de violence, ça n'avance à rien. Qui derrière va pousser le colon à faire des représailles sur ses Oui, proches. oui, oui. En plus, Enfin, c'est... j'ai bien vu d'ailleurs que tu me regardais constamment quand tu jouais les conséquences. Enfin, que tu aurais bien voulu jouer les conséquences de ma mort. J'ai bien vu que tu en disant ah Rome, t'as cherché à fuir le jeu. Non, regarde les conséquences sur tes petits camarades. Parce que c'est pas parce que ton personnage est mort que les conséquences de ta mort, tu vas pas les voir. J'ai vu que tu avais. Finalement, on a tourné vers d'autres. Tu vois, tu as tourné vers d'autres thématiques. Mais j'ai vu qu'à un moment donné, dans tes yeux, Adrien, j'ai vu passer la lueur en mode ah, tu pensais que c'était une fuite de mourir. Tu vas voir, Romaric, je vais te montrer le contraire. Et j'ai bien compris, t'inquiète. Rien que dans ton regard, j'ai compris la leçon. Mon tour suivant où j'ai eu à cadrer une scène, j'ai vraiment hésité à cadrer une scène sans que vous soyez présent. Pour vous forcer à venir vous-même, une scène qui aurait été un rituel le baptême, tu vois, de ta fille, par exemple, dans la religion tellurienne. Ouais, bien sûr. Et où du coup, elle... J'ai bien senti. Hein. Ouais. J'ai senti que t'as pas eu l'occasion de le faire parce qu'on est parti sur d'autres thématiques, sur le métissage, les chants. Surtout parce que t'étais mort et du coup, l'enjeu était un peu amoindri. Mais j'ai bien, très bien. Et de cette manière-là, en plus... Vous savez, cette règle de le mort peut quand même s'opposer à un choix et compagnie, si ça pousse le colon du coup à impliquer encore les problématiques du mort dans les problématiques actuelles, de façon à le faire intervenir. Donc tu vois, même mort, il peut morfler. Vous vous rendez compte ? Ça c'est incroyable, c'est le premier jeu dans lequel le joueur, même quand il est mort, le joueur peut morfler. C'est pour ça que t'étais hyper impliqué. On a eu un conflit, moi et Fred, où t'hésitais à intervenir depuis ta mort pour t'opposer et parce que avec le débat qui a suivi. Toi, t'aurais eu peu de retombées pour toi. Je crois que c'est le premier jeu de rôle dans lequel je meurs et où je quitte pas la pièce en me disant oh, ça m'intéresse plus puisque je peux plus agir sur le maelstrom. C'est vrai. On est encore dans le maelstrom. Même quand on est mort, c'est quand même fascinant. Et très tôt dans le jeu. Donc là, j'ai envie de. T'as fait le tiers de la partie avec ton personnage sur place, quoi. Non. Un quart. Ouais. Non, parce qu'en fait, on a fait quoi ? On a fait 6 tours de jeu. Donc grosso modo, t'as fait la moitié du jeu, je pense. Ouais, un tiers. Mais en tout cas, c'était impressionnant. Alors, dans les contraintes, je voulais parler de cette broyeuse, etc. Puis on est reparti sur la broyeuse, sur la machine à broyer les autochtones, à broyer et les joueurs aussi. Mais voilà, exactement, à broyer les saucisses. Mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que là, dans cette machine-là, qu'est-ce qui nous reste comme liberté ? Moi, c'est ça la question qui me hante. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une liberté. J'ai 2 réponses à ça. Vas-y. Moi, en tout cas, t'as vu, j'en ai joué. Ouais. Sur les règles, la manière de les formuler, c'est esthétique. Voilà, c'est esthétique, mais c'est très important. Par exemple, moi, sur le registre, j'ai mis concrètement un fuck, un symbole de fuck. En fait, dans la partie, c'est ça qui m'a le plus frustré en tant que colon. Ouais. Le fait que vous ayez le droit de faire ça, de pas les formuler comme je voulais. Je sais. C'est-à-dire en fait. Mais c'est les tags sur les murs dans la ville. C'est exactement. Tout ça. C'était symbole de ça. C'était génial. Le symbole de ça. C'est-à-dire que il y a une règle. Vas-y, donne-moi le papier, Antoine, rapidement. On les lise les règles en fait. La seconde. Il y a une règle. Non, parce qu'elles sont pas toutes pertinentes dans la discussion. Par exemple, là ici, celle-là est pertinente. J'ai mis les Urondins laissent faire. Donc nous, on laisse faire. Virgule avec amusement. Sous-entendu, un peu de façon hautaine, parce qu'à un moment donné, il faut expliquer la scène. Il y a des prêtresses qui débarquent. Lui, Frédéric, il est en train de faire de la charpente et tout. Puis il y a des prêtresses qui débarquent, ils commencent à prier, à mettre de la terre, puis elles s'en vont. Puis Frédéric, elles bénissent sa maison à leur façon, quoi. Voilà, elles bénissent sa maison à leur façon. Puis Frédéric, juste, il laisse faire en mode, c'est quoi avec leur terre et qu'est-ce qu'ils font voilà, c'est complètement débile. Donc voilà, ça correspond. En tout cas, ça nous parle pas à nous. Culturellement, ça ne nous parle pas à nous. Donc c'est pour ça que j'avais mis avec amusement. Sous-entendu, même si les Urondins laissent faire avec amusement, les petites en plus, t'as vu, j'ai mis le mot petite, les petites pratiques rituelles des telluriens, comme si elles étaient insignifiantes, etc. Dans la formulation des règles. T'as marqué enfoireux aussi à un moment donné. À un moment donné, ces enfoirés de telluriennes. Donc, en fait, exactement, à chaque fois, moi, la manière. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où mon personnage est mort, vous, les règles, vous les avez écrites de façon polie. Ouais, tout à fait. Donc parce que nous, on n'était pas du tout dans la même. Moi, je suis plus punk. Je suis punk, les mecs. C'est ça, en fait. Pour moi, qu'est-ce qui reste quand on est totalement dominé, quand on est obligé d'inscrire à soi-même son propre testament, son propre arrêt de mort, qu'est-ce qui nous reste ? Eh ben, il nous reste l'esthétique. Il nous reste la poésie. Ouais. Et alors, le panache. Le panache. Alors oui. Exactement. Et il reste un deuxième truc et qui est justement beaucoup plus sournois, c'est qu'il reste une sorte de jeu de séduction. Alors ça, j'ai pas avec voulu le rentrer colon. là-dedans.
J'y ai pensé, en termes de stratégie, j'y ai pensé, mais je trouve ça ultra pire, ultra malsain. Mais oui, mais bien sûr que c'est malsain. Je veux pas faire ça. Moi, j'étais à fond là-dedans et c'était très difficile de gérer ça. C'est là qu'Antoine, il a dit, putain, je me déteste. Ben oui. Ça sentait bien. On sentait bien que vraiment... c'est effectivement un des axes de manœuvre que t'as. C'est en gros faire le bon petit autochtone, quoi. Voilà, c'est ça. Être gentil avec la concierge. Jouer au con, conciliant, et puis oui, d'accord. Voilà. Okay. Le petit enfant qui est très sage avec la maîtresse très autoritaire pour pas. Et finalement, quand on va lui demander, mais c'est qui a fait la faute, il n'hésitera pas à lever le doigt pour dire c'est lui, madame. C'est ça. Et voilà. Et ça, c'est le pire des héros. C'est le pire. Mais en même temps, le jeu te pousse tellement à ça. Bien sûr. Le jeu a commencé comme ça d'ailleurs. Mais oui. Qui est le chef? Qui est le chef? Ah oui, ça c'est très bon. Oui, c'est vrai que c'était un hasard. C'était génial. C'était un très très bon début quand votre navire de pêche se fait aborder par un navire militaire colonisateur. Il y a une lieutenant qui débarque. Et moi, du coup, c'était ok. Comment elle réagit? Et du coup, je fais, ils viennent d'une administration autocratique, donc c'est administratif, donc c'est très hiérarchisé, donc c'est c'est qui votre chef? Je vais pas parler à tout le monde, je vais parler à votre chef. C'est qui le chef? Et là, les deux se regardent, les deux qui étaient à bord du bateau. Sauf que nous, on n'en avait pas. Quoi, et en fait, déjà, vous n'y aviez pas pensé avant. Et ensuite, la première étape, ça a été, c'est qui? C'est toi, t'es le pêcheur. Oh, c'est peut-être toi, t'es le menuisier. Et après, l'étape d'après, ça a été, on jette ça au dé. Et puis l'étape d'après, ça a été, non, mais en fait, on n'a pas de chef. Pourquoi on en aurait si ça vient pas évidemment, c'est qu'on en a pas. Antoine, tu veux... Et du coup, juste, il y a cette scène super où il y a tout le groupe de pêcheurs qui se regardent et qui, on sait pas qui est un chef, etc. Et il y a le lieutenant qui veut un chef, qui veut un interlocuteur de façon assez ferme, et ça a amené quelque chose de sympa. Quelque chose que je voulais dire, que je me rends compte maintenant, qui est vraiment chouette, encore dans l'aspect très prototypique de la partie. Je pense qu'on a eu le broyage, on a eu la machine infernale par les mécaniques dans les deux sens. On a eu la mort anticipée du personnage de Romaric par la violence, sans même avoir pu faire le hammock, avec le côté très rapide de la situation et Adrien qui utilise le fait de pouvoir tuer quand il veut. Et on a eu à l'inverse la fin de la partie qui a été assez surprenante, justement parce qu'à cause du rythme accéléré, on l'a pas vu venir en partie. Ça a fini plus vite que ce qu'on pensait. On était en train d'essayer un peu de se débrouiller. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que à un certain stade, et ce que j'ai noté, moi, qui vraiment était horrible pour mon personnage, c'est qu'il y a un moment donné où, comme c'est binaire, les jugements par rapport aux règles, c'est soit tu l'as validé, soit tu ne l'as pas validé. Donc soit tu te rebelles, soit tu collabores, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et ça, c'est très important, parce que du coup, il y a un stade où juste être poli, juste essayer de prendre de la distance et de pas causer de problème, c'est déjà collaborer en fait. Et à la fin de la partie, quand les choses s'accélèrent et qu'elles vont très vite, même le personnage de Fred qui était de plus en plus dans une rébellion, parce qu'à un moment donné, il s'est quand même dit, je vais être sympa, mon personnage c'est pas un monstre non plus, les gens que j'ai en face c'est pas les pires des Telluriens, je vais être sympa. À cause de ça, la partie se termine parce que du coup t'as validé tous les trucs. Et moi encore plus à ce moment-là. Et du coup, ce qui est terrible, c'est que ça va encore plus dans l'optique de tous ces éléments qui mettent une pression sur quand la partie se termine. De base, en tant que joueur de jeu de rôle, on veut un peu voir ce que le jeu a dans le ventre, on veut que la partie dure un petit peu, et on attend de voir, on attend de juger. Et du coup, avec cette économie de jetons, il y a un stade où, si jamais on veut que la partie dure, et qu'on est bas en jetons, on va se dire, bon, je vais collaborer pour que ça dure. Si jamais on était déjà trop haut, on va se dire, bon, je vais me rebeller pour que ça dure. Donc, qu'il y ait cet échange qui continue à se faire, et surtout... ne pas vouloir que la partie s'arrête, c'est prolonger le côté malsain d'observer ce qui se passe, même en tant que colon qui observe les natifs, ou en tant que natif qui observe un peu soit son propre personnage, soit les autres, et dans la souffrance, etc. L'abandon de toutes ses valeurs, le fait qu'à terme, votre religion elle va être écrasée par une autre, à terme... Et en fait, au plus tôt l'épilogue arrive et au plus tôt la partie se termine, quelque part mieux c'est, parce que moi on aura joué les conséquences de ce qui se passe. Parce qu'à l'épilogue, on a de nouveau un peu plus, j'ai trouvé, c'est ce qui nous avait surpris, on se disait après la partie Fred, que l'épilogue c'était plutôt bien fini. Finalement, pas autant. Que c'était pas si tragique que ça. Parce que comme on a eu une fin assimilée, où on avait beaucoup de jetons, etc. Mais c'est qu'une comparaison. C'est ce qu'on disait. En relativisant, au début, on se dit, bon, c'était pas si grave que ça, il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu de trucs affreux. Et puis après, on se dit, non, en fait, c'est juste parce qu'on compare avec. Culturel, en fait. C'est ça. Et après coup, on se disait que c'était par comparaison avec des scénarios horribles. Mais c'est pas parce qu'il y a pire que, en soi, c'était. C'est pas bien. C'est pas génial. Et donc, on se regardait un peu en disant, mais en fait, c'était pas du tout bien comme fin. C'est ça. Un truc que j'aimerais dire sur ce que tu dis sur la fin du personnage, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fait que, quelque part, ton personnage qui a fini assimilé, et. Enfin.
à moins d'un gros bouleversement de ton comportement, ça, on le voyait venir en fait. T'arrêtais pas de gagner des jetons. Il y a un moment où j'ai essayé de partir dans l'autre sens et par gentillesse, politesse et par passivité, il s'est fait rattraper par le temps. Et encore une fois, par la vitesse du truc. C'est-à-dire que on n'a pas eu le temps de faire un tour de table. Si jamais ça avait eu le temps de revenir à une scène que je cadrais, j'aurais pu ramener de la rébellion. Mais comme à ce stade, comme disait Romaric, t'étais plus dans la subtilité et t'amenais des scènes où, pour que mon personnage se rebelle de façon cohérente, fallait vraiment qu'il devienne extrême. Du coup, je pouvais pas. C'est impressionnant, t'as super bien joué. C'est ça. Et du coup, en termes de stratégie, même à ce moment-là, le jeu, j'ai pas eu le temps en fait de sauver mon personnage. Il y a 2 scènes, tac tac, et mince, ça y est en fait. En vrai, tu sais ce que et donc, je faisais. C'est-à-dire que ce que le jeu me dit, c'est qu'il aurait fallu que je sois vraiment extrême, que je sois vraiment violent. En fait, non. En fait, moi, pourquoi j'ai mis ce mec qui était gentil avec toi? C'est parce que c'est plus facile d'être méchant avec un mec qui est pas trop dangereux que d'être méchant avec une patrouille de soldats. Moi, je me disais, si je vous mets un mec avec sa famille et que vous lui crachez, non, tu ne viens pas au rituel et vous opposez formellement à lui, il n'y avait pas de soldats. J'allais pas faire venir de soldats. Il serait parti. Ah si, moi j'étais persuadé que ça n'allait avoir pas de conséquences. Il serait parti, j'aurais fini la scène en vous disant, ça va pas se passer comme ça. Sa femme aurait été. N'empêche que vous auriez perdu vos jetons. Enfin, tu vois, on serait resté dans une sorte d'entre-deux de je t'aime un peu, mais pas trop, pas là. Ici, oui, je veux bien, mais pas là. C'est ce qui est génial, je trouve, dans ce jeu, c'est qu'on voit que le vrai poison dans Dog Eat Dog, c'est pas les gens, c'est pas les cultures, c'est pas le contenu, c'est l'autorité en elle-même. C'est l'autorité en elle-même, le poison en fait de tout. Et là, c'est vraiment un jeu d'anard. Hein. Ça, c'est un putain de jeu d'anard où je m'y connais pas. Enfin, franchement, là, on voit que le poison de Dog Eat Dog, c'est l'autorité. C'est pas le fait que telle ou telle chose se passe dans une culture ou dans une autre. C'est le fait qu'il y en ait une qui est l'autorité. Ouais. Et c'est ça qui déglingue tout. Quoi. Et donc, juste pour continuer on parle d'anarchie, ça y est, il se rapproche de la table. Pour continuer sur ce que je disais, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que du coup, ton perso qui avait une chance de finir comme ça intégré, le fait que ça arrive de façon soudaine et qu'on s'y attende pas forcément sur ce moment-là, on voit aussi le fait que la résignation, le fait de se résigner en tant que personne comme ça vient. En fait, il y a un moment donné où ça arrive et tu peux plus vraiment savoir à quel moment ça a eu lieu. Le jeu, on aurait pu le continuer, tu aurais encore gagné quelques jetons derrière ou tu aurais pu en perdre, mais en fait, le cap de non-retour était franchi et tu peux jamais vraiment savoir quand est-ce que ça arrive. Et je trouve qu'il y a une certaine. C'est pas une beauté, mais. Un aspect dramatique, un aspect. Il y a une énorme, il y a une finesse dans ce jeu. Et tu vois, moi, ce qui me fait dire que c'est un excellent jeu, c'est que ce podcast ne lui rend pas encore honneur. C'est-à-dire que si vous pensez, après avoir écouté ce podcast, savoir ce que c'est, l'effet que ça fait de jouer à Dog Eat Dog, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Et jouer les deux rôles. Voilà, parce que c'est... Ouais. Ça, c'est possible. C'est une expérience ultra différente. Hein. Oui, ça, je sais pas si j'en serais capable, personnellement. Ouais, moi non plus, je crois. Alors, moi, après, c'est le genre de rôle que j'apprécie beaucoup. J'aime jouer... Ça s'est vu que t'aimais bien, que t'appréciais la chose. Bien sûr. On a vu qu'Adrien était très pervers, effectivement. Mais en même temps, je me suis pas jugé si pervers que ça. Enfin, le début dans le bateau, j'y vais franco en mode autoritaire. Mais c'est vrai quand t'as amené aussi des situations. Mais ensuite, il y a plein de situations où j'y suis allé de façon très romantique et finalement l'histoire du mariage. Donc faut en parler de chacun. Faut en parler de cette scène. Elle est super, Fred. Vas-y. Alors oui, moi en fait, le moment où je cadre une scène pour mon personnage, la deuxième, je prends la deuxième, oui c'est ça. J'imagine une scène bucolique. Effectivement, on était au début du jeu, donc je mets quelque chose de très quotidien et je mets quelque chose plutôt dans mon camp pour essayer de faire quelque chose d'un peu neutre et de zen, et donc très bucolique où mon personnage est en train en état de séduction avec une autre native de l'île, et tout seul sur la plage. Alors tout seul sur la plage avec un feu, c'est très beau, c'est un superbe moment. Sauf que vient la question, enfin en tout cas, elle parle de mariage. Et en fait, je pense avant qu'on parle de ça, il faut parler de. Donc là, toi, tu décris ça. Oui. Et maintenant, c'est à moi de parler. Est-ce que je fais venir les forces d'autorité et comment ? Là, c'est vraiment une scène où j'ai failli dire, non, je les fais pas venir, parce que déjà, je savais pas comment les justifier. Et 2, c'était une belle scène, en fait. Et donc, quelque part, moi, ça m'allait aussi de sacrifier un jeton pour la beauté du moment. C'était peut-être un aspect voyeur, tu vois, mais je trouvais ça cool. Et puis après, je voulais quand même rentrer parce que le jeu t'y pousse et c'est intéressant. C'est là où t'emmènes des problématiques, c'est là où tu pousses à créer des nouvelles règles. Et donc, du coup... c'est quoi mes manières de rentrer dans une scène comme ça ? Est-ce qu'il y a un promeneur qui passe ? Est-ce qu'il y a des gardes à nouveau qui débarquent ? Je t'ai posé la question de est-ce que c'est sur une plage où vous êtes vraiment tout seul ou c'est genre une plage, il y a du monde et vous êtes dans le coin parmi d'autres gens, tu vois, comme ça. Non, vous êtes vraiment tout seul. Et donc là, j'ai joué sur la seule truc qui m'est venu à l'esprit. Et là, je pense que
Et la façon la plus insidieuse, parce que déjà dans l'assimilation et dans le convertissement culturel. Et donc j'ai joué en fait la nana en faisant qu'elle était déjà convertie à la religion des Titaniennes, que du coup elle était quasiment intégrée. Et donc c'est elle qui t'a dit, moi je serais prête à t'épouser, mais selon la foi titanienne. C'est vraiment un jeu génial. Moi alors l'interprétation de. Alors est-ce que vous voulez aller plus loin dans cette scène ou vous en avez fini avec elle? Non, je pense que c'est représentatif. On a dit l'essentiel, quoi. C'est le coup de l'insidiosité. C'est terrible, c'est terrible. Ouais. La façon dont ça forge ton personnage aussi dans la suite de l'histoire. Parce qu'en fait, tu te retrouves à devoir prendre parti. Enfin, c'est un jugement qui est incroyable. C'est quand même une native qui partage beaucoup de tes valeurs, qui connaît ta culture, qui te dit... dont on suppose a priori qu'il s'aimait avant. C'est-à-dire que concrètement, l'autoritarisme de ce peuple a ruiné une relation amoureuse. Elle a rongé un lien, tu vois. Ce qui est censé être le plus fort, en tout cas pour certaines personnes, dont moi. Donc c'est vraiment très fort. Effectivement, c'est une scène centrale. Avec le deuil et tout, on a vraiment abordé. C'était le tournant de ton personnage qui est passé de neutre, distant à reprendre la flamme de la rébellion. Là, j'ai complètement joué à Claire Fisher, dans Six Feet Under, le personnage de Claire Fisher. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un personnage très tranché. Et je me suis dit, là, dans une histoire très intime, il faut être très tranché. Et surtout, ça m'a choqué. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à que cette fille propose cette chose. Ce qui m'amuse aussi, c'est beaucoup. Comment dire? Comment ça t'a arc-bouté sur une position finalement extrémiste. À la fin, parce que je suis parti. J'avais l'impression, à la fin, quand tu parlais, faut peut-être raconter cet épilogue. J'avais l'impression que tu étais. Alors oui, donc ton épilogue. Comment ton personnage termine, Fred? Alors, on dit d'ailleurs assez abusivement que tu as eu la bonne fin. J'aimerais bien que Adrien se justifie aussi sur ce truc. C'est entre guillemets. Alors pourquoi Elle aurait pu me dénoncer, c'est ça que tu veux dire? Non, la bonne fin de jeu. Pardon. En fait, à l'épilogue, donc la partie s'est arrêtée parce que suite à la scène donc de l'enterrement de l'ami deux scènes, elle s'est fait en 2 temps cette scène d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de jetons perdus rapidement. Et du coup, vu qu'ils ont bien toléré la présence du patron, enfin du pseudo patron d'Ekias. J'ai vidé mes derniers jetons, je leur ai tout donné. Et donc on s'est retrouvé avec Kalo qui avait 4 jetons et Ekias qui en avait 7, je crois. C'est là où c'est très fin aussi, c'est sur l'aboutissement du jeu. Le nombre de jetons qu'on a en face de nous, le fait que toi, en tant que colon, tu n'en aies plus, ça joue encore. Et donc, étape suivante, j'ai plus de jetons, fin de partie. J'ai plus de jetons, donc l'île, dans les temps à venir, retrouve l'autonomie. Pas l'indépendance, l'autonomie. Donc je décris ça. Ensuite, c'est à Romaric de décrire sa fin de perso. Et donc ensuite, vient le tour des joueurs à qui il reste des jetons. Romaric n'ayant plus de jetons, il décrit comment son personnage est souvenu ou non dans l'île et qu'est-ce qui reste comme vestige de lui, quoi. Rien. En l'occurrence, rien. Et ça, c'était intéressant qu'il y ait ce personnage-là qui est mort de façon très réaliste, encore une fois. Et qu'on ne se rappelle pas de lui et qui était juste. Il y a une phrase de Wittgenstein qui résume. Voilà, c'est ça, le soldat inconnu. Il y a une phrase de Wittgenstein qui résume ce truc-là. C'est l'histoire se souviendra de nous ou ne s'en souviendra pas. Et si elle ne s'en souvient pas, eh bien là aussi elle parlera, quoi. Il y a un côté vraiment, le fait qu'on ne se soit pas souvenu de ce type broyé par l'histoire, c'est aussi une tragédie en un sens. Et donc voilà, complètement. C'est terrible. Et donc arrive le tour de Kalo et d'Ekias qui eux ont des jetons. Et là il y a trois cas de figure. Soit ils ont plus de 6 jetons, enfin 6 ou plus, et donc ils doivent narrer comment ils finissent intégrés, complètement assimilés par la société colonisatrice, donc par les Telluriennes. Ça a été le cas donc d'Ekias. Et Kalo, et donc le deuxième cas, si vous avez 1 ou 2 jetons, vous finissez aigri, amer et blessé par le conflit. Donc en gros, vous êtes marginalisé et vous décrivez ça. Et le cas suivant, c'est si vous avez autre chose, donc 3, 4 ou 5. Vous êtes libre de décrire ce que vous voulez. Donc c'est la bonne fin. Heureusement que tu nous avais pas dit ça avant le début de la partie. Parce que si tu nous avais dit ça avant le début de la partie, on aurait pu commencer à jouer un peu stratégique. C'est vrai que ça peut avoir un impact sur comment tu essaies de déterminer les choses. Je sais pas comment il le dit dans Dog Eat Dog, mais je pense qu'il faut vraiment rien dire. Même si mine de rien, les gars, on n'a pas vraiment maîtrisé cet écge de jetons. On a essayé de tenter des choses et finalement, on aurait pu maîtriser, j'en suis sûr. Peut-être. C'est possible. Avec autant de règles à la fois qui échangeaient, ça restait pas évident. C'était assez compliqué, j'ai trouvé. Et puis après, le truc, c'est que certes, tu as un aspect
à terme, je veux pouvoir arriver à tant de jetons. Et après, tu as la contrainte de sur la scène en question, mon personnage peut pas laisser passer ça, ou pour mon personnage. Alors, si, justement, si tu veux maîtriser cet échange de jetons, du coup, tu joues plus au même jeu. Ouais, tu joues plus au même jeu. Tu es là en mode ludiste, en train. Eh ben, joue avec Dorian et Yann Chauvière à ce jeu, puis tu viendras m'en reparler. Si tu leur dis cette règle avant que la partie ne commence, tu vas voir la partie que tu vas avoir, ça va ressembler à rien, et ils n'auront pas du tout les émotions qu'on a autour de cette règle. Je l'ai pas explicitée parce qu'elle arrive tard dans le bouquin. Voilà, et bah tant mieux. Et elle me semblait pas importante à ce niveau-là. Voilà. Et donc c'est peut-être un jugement de ma part de ne pas l'écrire, enfin de pas la décrire. Mais moi, je conseille aux gens qui nous écoutent de ne pas la lire avant de dire ça uniquement à la fin de la partie. Parce que je te jure, hein, avec des joueurs optimisateurs, ton jeu, il est ruiné. Ruiné. Par curiosité, que dit le livre? C'est une règle qui s'annonce quand même ou c'est pas écrit si ça s'annonce à l'avance ou pas. Par contre, ça peut quand même être une bonne chose de prévenir les joueurs à l'avance qu'il y aura une phase d'épilogue importante, notamment pour que les joueurs savent que même si leur personnage se fait tuer très tôt, qui sachent qu'ils vont avoir quand même un impact sur la fin. Comme ça, un joueur qui serait frustré d'être mort rapidement. Voilà. Et puis aussi, prévenir de l'aspect quand vous êtes à 0, il se passe ça, et quand vous êtes à plein, il se passe ça. Ça, par contre, oui, bien sûr. Mais pas dire que l'entre-deux est une pseudo-victoire ou une bonne fin. En fait, c'est peut-être le terme de bonne fin à la fin. C'est une bonne fin, entre guillemets. Ouais, parce que devenir Yvan Colonna, je sais pas. Alors, non, mais c'est lui qui l'a choisi. En fait, le truc, c'est que tu es libre de choisir ce que tu veux. Exactement. Donc, en fait, tu peux à la fois te marginaliser, à la fois être intégré, tu peux à la fois être un peu le cul entre deux chaises. C'est pas vraiment une victoire parce que t'as quand même le cul entre deux chaises. Lui, il a choisi la voie de vas-y, en fait, explique-nous ce que t'as fait. Oui, tout à fait. Mais déjà, effectivement, l'avenir de l'île et de l'archipel était important parce que c'était assez. Voilà, la fin n'était pas du tout une happy end, loin de là, vu que autonome, mais pas du tout libre. L'autonomie, c'était 5 ans plus tard, le continent tellurien va faire le ménage dans les gens qui avaient fui ici, sur l'île. Et donc, du coup, il n'y a plus personne pour gouverner et l'île est abandonnée par les Telluriens, quoi. C'est ça. Mais les Telluriennes sont toujours présentes sur l'archipel. Forcément. Et donc, mon personnage, en tout cas, j'ai fait le choix pour ce personnage de se mettre un peu à l'écart, de créer une résistance pour justement débarrasser, de revenir à un état avant l'arrivée des colons. Mais il n'y aura pas d'avant. Et c'est ça qui est tragique. Rien ne sera jamais plus comme avant. C'est ça qui est terrible. Il y a, à partir du moment où justement ces échanges ont eu lieu, Alors, c'est intéressant aussi. Je voudrais revenir sur une petite note d'Antoine pour conclure ce podcast. Qu'on arrive gentiment. Je pense qu'on a tous dit c'est bon. Je pense. C'est à un moment donné, Antoine, tu disais que finalement la proximité de l'arrivée de la fin du jeu provoquait des mécaniques d'assimilation, etc., et encore plus insidieuses et encore plus... Et ben moi, j'avais noté sur ma feuille que justement, je trouvais que l'approche de la fin du jeu nous poussait davantage à l'échange et au compromis, etc. Et que ça avait quelque chose de positif. C'est marrant, moi quand j'avais joué, j'avais senti l'inverse. C'est qu'en fait, plus le jeu avançait, plus on récupérait des jetons, ou au contraire, on était proche de 0, donc plus on voulait être poussé à prendre notre choix, qu'il soit diplomatique pour certains, ou au contraire d'aller vers la violence. Moi, mon personnage, c'était plus j'arrivais vers la fin, plus j'avais envie de virer violent. Alors ça c'est juste, mais n'empêche que l'échange de jetons entre nous est important. C'est-à-dire qu'il y a un côté, toi tu me respectes, moi je te respecte, on échange, etc. Et en fait, je pensais ça, je me disais c'est marrant, parce qu'on a envie que l'histoire de nos civilisations continue, on est d'autant plus enclin au compromis. Oui, mais sauf que, c'est là qu'Antoine m'a convaincu tout à l'heure, sauf que mais non. Parce qu'on n'est pas égaux. C'est-à-dire, on pourrait l'être. Il y a une bonne... En fait, la bonne fin de Dog Eat Dog, ce serait, mais en fait, à force d'échanger, finalement, au début, il commence autoritaire, et puis il y a des compromis, puis à force d'échange, il commence à comprendre pourquoi notre culture aussi, elle fait autorité sur certains points. Par exemple, peut-être que ta culture, elle est plus forte pour faire des bateaux de guerre et envahir des îles, mais moi, je suis fort à pêcher le poisson. Et tes militaires qui sont sur les bateaux de guerre et qui envahissent des îles ont peut-être besoin de manger du poisson. Et donc, il y aurait comme ça une espèce de happy end de Dog Eat Dog qui serait que, à la fin, les colons abandonnent leur autorité. Dog Eat Fish. Pour abandonner son autorité pour à nouveau, parce que quand même dans l'histoire humaine il y a quand même des civilisations qui ont mal commencé, je veux dire, et qui finissent bien. Tu vois, où à la fin on finit par s'entendre. Mais est-ce que c'est pas de l'assimilation en fait qui est derrière? Non,
Parce que dire c'est de l'assimilation uniquement, c'est présupposer qu'il y en a une qui a gagné et qui s'est assimilée dans l'autre. Mais moi, je suis désolé, mais mon île, elle a autant influencé tes colons que l'inverse. Oui, bien sûr, mais c'est une illusion. C'est que, en fait, la fin où il y a pour moi, en tout cas, c'est une possibilité. Pour moi, c'est pas tranché comme tu le dis. C'est qu'à la fin, quand l'île gagne son autonomie, il y a une assimilation dans les deux sens. C'est-à-dire que lui, il a été assimilé parce qu'il a perdu beaucoup de ses valeurs de natif. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est qu'en fait, les Telluriens qui sont là, enfin les Telluriennes, elles ont aussi coupé les ponts avec leur continent, et donc il y a aussi une assimilation dans l'autre sens. Dans l'autre sens, d'accord, ok. Donc je pense que cet aspect, il est dans les deux sens, et que en fait, cette victoire que tu parles de l'entente. En vrai, suite à un conflit. Parce qu'en fait, non, on part d'une guerre. Je sais. Donc la paix, elle ne peut pas être immédiate. Il faut le temps de penser les blessures. Et ça, C'était juste un autre argument pour dire qu'encore une fois, le problème n'est pas les interactions entre les cultures, mais l'autorité. Ah bah oui, bien sûr. C'est lorsque l'autorité est partagée que là, la paix entre les cultures se fait, quand chacun comprend les richesses de l'autre et les respecte, etc. Et donc, j'ai l'impression que ce jeu nous donne une image de ce que pourrait être une réponse dans le débat contemporain entre, d'un côté, le communautarisme et de l'autre, justement, les gens qui pensent non, il faut qu'il y ait un islam. Vous savez, tous ces débats sur l'islam de France, l'islam en France, etc. En fait, j'ai l'impression que ce jeu nous dit une réponse. Il nous dit, en fait, ce que vous devez combattre, c'est pas les préjugés que vous avez sur les cultures des uns et des autres, c'est l'autorité elle-même. C'est-à-dire l'idée qu'il y en a une qui ferait autorité sur l'autre. Donc, je trouve que ce jeu, moi, il m'apporte des billes politiques, en fait, tout simplement. Il a une portée politique très importante. Il entre dans le débat politique comme un argument. Et en montrant des mécanismes, parce qu'effectivement, il y a cet effet d'entonnoir avec le fait que les règles soient assimilées petit à petit. Et qu'il y ait de plus Attention en à ton plus micro, Fred. Pardon, on sent que tu te passionnes, parce que quand tu passes, noté que tu oublies que t'as un micro. Pardon. On sent qu'il est passionnel, Fred. Mais c'est vrai, pardon, chers auditeurs et auditrices. Oui, il y a cet effet d'entonnoir avec les règles qui s'accumulent petit à petit au cours de la partie et qui, quelque part, aussi impose cette autorité de plus en plus. Effectivement, voilà. Nous, en termes de joueurs, on va de plus en plus vers une voie, effectivement, de réaction. Mais il y a eu une espèce d'effet un peu désespéré où, de toute façon, les règles sont là et sont de plus en plus là et elles se posent de plus en plus, en tout cas, elles pèsent de plus en plus sur nous, quoi. Et le phénomène d'autorité, effectivement. Ouais. C'est intéressant. Et moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est de façon générale, quand on regarde les choses maintenant, le système, il est incroyablement simple pour la puissance qu'il a. Oui, pour la puissance qu'il a. Alors là, ça, c'est clair. Ouais. C'est incroyable. Des principes extrêmement simples. J'ai vraiment l'impression que le game design arrive à aller au cœur de l'autorité dans les formes perverses que ça prend. Très épuré. Ce qu'on voit dans le bouquin, c'est qu'en fait, d'où le fait que quand tu nous lis le système au début, on fait OK, je vois où ça va aller un peu. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est quand on lit les règles, on voit et je pense que ça a été le sens de sa création de jeu, c'est qu'il a épuré au fur et à mesure. Il a dû partir un truc très compliqué qu'il a épuré parce qu'en fait, il y a un moment donné où il dit une règle optionnelle que je propose pour les gens qui veulent si la partie devient un peu trop longue, qui était là au début, mais en fait je me suis rendu compte qu'elle servait à rien, et donc ça va dans ce sens-là. C'était que la partie s'arrête soit si il y a plus d'autochtones qui ont de jetons, soit si le colon n'a plus de jetons, soit si tous les autochtones qui ont encore des jetons en ont 6 ou plus. Qui en gros, c'est une manière de dire, on sait déjà que vous allez finir assimilé. C'est ça. Peu importe, il en reste encore quelques-uns à l'autorité, on peut s'arrêter. Mais en fait, cette règle, elle est optionnelle parce qu'en vrai, ça se gère en une scène de plus et c'est parti. Alors maintenant, moi, ce jeu, j'ai envie d'en faire un autre podcast avec des populations dominées. C'est parce que en fait, j'aurais bien voulu en fait que Flavie et Natacha soient là pour jouer avec nous, parce que vraiment, en tant que femme, tu vois, en tant que population malheureusement dominée, ou en tout cas ayant subi des discriminations et compagnie, j'aimerais bien savoir aussi quel est leur point de vue, parce que là, on est gentils, on est tous entre. Enfin, imagine, par exemple, je pense à Antoine. Antoine, en ce moment, il mène il est en stage avec des populations défavorisées. Avec des jeunes déscolarisés entre 12 et 17 ans. Tu leur ferais jouer à Dog Eat Dog ? C'est très compliqué. Alors déjà, t'imagines, première question, Antoine qui pose au gars, bon alors c'est qui le plus riche ? Pour qu'on sache qui est le colon. Non mais oui, c'est un jeu pour les personnes matures. Tu imagines ? Non, pour c'est pas pour personnes matures. C'est pour gens au même niveau en fait. Non, je sais pas. Là, je pense qu'il y a un présupposé de culture quand même. Le colonialisme, un minimum. Ah ben moi, j'en suis pas certain parce qu'il n'y a pas uniquement la culture. Alors juste pour laisser finir Antoine, comme ça, on en a Oui, mais en fait, j'ai envie de te répondre. Si jamais c'était possible, ça pourrait être énorme. Mais là, tout de suite, maintenant, je ne vois pas comment le faire. Non, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est leur donner et leur expliquer les règles et dire voilà, moi, je ne joue pas avec vous.
jouer entre Je vous, n'y assiste même pas. entre amis, tu vois, entre amis. Toujours entre amis. Ça, moi, je pense que c'est un jeu qu'il limite, faut. ça peut se faire. Voilà, c'est un jeu qui suppose qu'on soit entre amis et justement qui est pas parce que si le colon. Enfin, vous imaginez. Enfin, moi, j'imagine des situations dans lesquelles ce jeu il crée un sentiment de malaise, mais profond. Ça peut être très hardcore. Bah oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut. Je pense que ce jeu-là, on en a profité. Et je pense que c'est important de préciser ça dans le podcast. Là, on en a profité à plein parce que bon, on est tous au même niveau social. On est à l'aise. Ça va, on est à l'aise. Mmh. Quand on rit, c'est vrai, on rit jaune, mais ça va. Je veux dire, Mais alors, je pense qu'il y a des situations. Par exemple, j'imagine un homme qui maîtrise ce jeu avec en face de lui 3 femmes, typiquement. Dans notre société contemporaine, j'entends. Hein. J'imagine ce que ça peut donner. Ouais, je sais pas trop. Et là, je suis pas. Parce que je pense qu'il va y avoir des réactions épidermiques, des joueuses ou des joueurs qui vont s'énerver concrètement, qui vont être en colère. Moi, tout à l'heure, là, quand je meurs bêtement et tout ça, je suis bon joueur. Hein. Il y a des fois, pour certains jeux, je suis beaucoup plus mauvais joueur que ça. J'aurais pu m'énerver, j'aurais pu me fâcher. Heureusement que je connais bien Adrien, qu'on rigole tous les deux comme des guignols, parce qu'on se connaît très très bien. Ça aurait été quelqu'un d'autre qu'Adrien, je l'aurais peut-être mal pris. Mais tu vois, typiquement, la partie qu'on avait fait avec Fabien n'a pas osé tuer mon personnage. Ouais. Il y a pensé, mais il n'a pas osé. Et c'est un truc qu'il faut oser en fait. C'est un jeu, il faut le faire parce que ça permet de résoudre ce genre de conflit en fait. Parce que moi avec Fabien, j'avais un comportement hyper passif-agressif. Pas avec Fabien, mais avec les personnages qu'il joue. Et donc du coup, ça peut créer ça a dû jouer sur Fabien, c'est que ça crée une tension entre nos personnages qui peut être ressentie en tant que joueur. Et la possibilité de tuer, de mettre court à ce conflit, c'est aussi un moyen de désamorcer quelque part. Oui, tout à fait. Mais tu vois le problème. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi quand je suis venu, j'avais mon sourire malsain d'Adrien, je viens vous présenter un piège. Hein. Je joue ça en convention. Avec, alors, justement, pour ça, en fait, ce genre de jeu, quand tu les présentes en convention, moi ça m'arrive, j'ai fait jouer plusieurs fois Éveil en convention, et en fait, tu tombes pas sur n'importe qui quand tu le fais jouer. Oui, tu présentes le jeu, les gens qui viennent, ils comprennent de quoi on va parler. Alors c'est vrai, mais quand même. Ah non, mais je suis d'accord, t'as quand même plus de risques en convention. Si tu ajoutes à ça le fait que les thématiques choisis par les natifs et les colons ne sont pas soumis à des safe words, des comment on a dit déjà, trigger warning, de ce genre de choses, tu obtiens un cocktail explosif, ça peut te péter à la gueule. Alors, c'est pour ça que je préfère le dire quand même dans ce podcast, parce qu'il y a des gens qui vont l'acheter en se disant tiens, je vais jouer avec ça, tiens, ça a l'air vraiment bien pour expliquer telle chose. Tiens, ça tombe bien, j'ai des copains racistes. Ah bah tiens, je vais les réunir et je vais les faire jouer à Dog Eat Dog. Non, tiens, bah vas-y, essaye. Il présuppose quand même d'avoir un certain recul, mine de rien. Oui, mais bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais là, on est en train de l'encenser en disant c'est magnifique, ce jeu, il nous fait percevoir l'autoritarisme comme un problème. On a presque l'impression que c'est un bouquin de propagande anarchiste, tu vois, que ça va rendre tout le monde anard. Mais dans certains contextes, ce jeu, il peut produire l'effet inverse. On parlait d'empathie, il me semble, hier soir, sur complètement d'autres sujets, j'imagine. Mais voilà, je pense que c'est un jeu qui a été très efficace et très efficient par rapport à nous faire ressentir des choses justement, comme tu posais la question tout à l'heure, qui a vécu ce genre de situation? Aucun de nous. Exactement. Et je pense que c'est l'idée un peu du jeu, le propos du jeu, de nous faire ressentir et vivre ce genre de situation. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux Palestiniens et aux Israéliens. Imaginez ce jeu là-bas. Alors, il y a vraiment besoin, en fait. C'est ça, c'est des gens qui connaissent déjà une situation. Je pense qu'il y a quelques éléments qu'il faudrait que je donne qui sont dans le bouquin, qui sont vachement intéressants. Ah d'accord. Parce que donc il y a toute une partie sur la réflexion autour du jeu et un chapitre qui s'intitule Le génocide est sans douleur, qui décrit le fait que oui, ce jeu peut se terminer en 10 minutes avec l'occupation qui tue tout le monde. Parce que mais qu'en tant qu'auteur, il peut pas envisager un jeu qui se parle d'occupation, de colonisation qui ne le permettent pas, parce que c'est des choses qui ont eu lieu, parce que c'est un comportement qui, en tant que colon, va être fait de façon consciente, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va tuer le fun pour les autres joueurs, il sait qu'il se passe dans une position absurdement puissante comparée aux autres, sadique, et que du coup, faire un massacre de sang-froid, c'est le prix à payer pour avoir toute autorité sur la fiction. Ouais. Tu disais sadique, mais justement quelque part moins, parce qu'on parlait du côté voyeuriste, de laisser durer la souffrance. Quelque part, il y a un côté où j'ai trouvé ça malsain. C'est c'est terriblement violent, mais au moins avec ça, c'est fini en 10 minutes. Dans les éléments qu'il mentionne ensuite, c'est peut-être moins sadique. Ça reste très bizarre de dire ça. C'est qu'il dit donc quand il a testé à l'origine ce jeu,
il a eu plusieurs fois des occupations qui étaient extrêmement agressives, extrêmement brutales, pour essayer de massacrer les natifs et prendre les îles. Et donc il disait le jeu a plutôt bien fonctionné à faire ça, donc j'étais satisfait là-dessus. C'est dans un chapitre qui s'intitule les corps de paix, enfin, The Peace Corps, ça doit être les corps genre l'ONU ou des trucs comme ça, je pense qu'ils viennent pour pacifier, en mode on vient pas pour coloniser mais pour maintenir la paix. Putain, là, et il note entre parenthèses, en tant qu'occidental, ce jeu il fait mal. Et il note entre parenthèses, donc bizarrement, la plupart des occupations, des gens qui ont joué l'occupation, qui ont été ultra agressives et brutales, c'était des gens de couleur. Ce qui veut dire que ils expriment par là la violence je sais pas comment on peut l'analyser. Je pense que faut juste le prendre comme une note. Faut juste le prendre comme une note. Faut pas essayer d'analyser ça. Je pense. Enfin, moi, je peux pas me permettre d'analyser ça. Excuse-moi, mais moi, quand je lis une phrase, j'essaie d'en comprendre le sens et d'aller au-delà. C'est là, c'est sans doute quand je on dis intègre. Pas que j'ai raison. Hein. Je dis voilà ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand on intègre une domination, on a une certaine violence, quoi. Oui, mais une violence qu'on ressort peut-être à travers certains moments. Non, mais je pense que ça les a mis en colère. Moi, je me demande ce jeu parce qu'il faut se méfier parce que parfois il y a des joueurs qui ont des réactions violentes dans la fiction parce qu'ils sont en colère en tant que joueurs. Oui, c'est possible. Ça arrive très souvent, je veux dire. Le nombre de personnes que j'ai vues dans Sens ou même dans d'autres jeux de rôle faire des actions d'éclat parce qu'en fait, en tant que joueur, ils étaient en colère soit contre un autre joueur, soit contre le contrat social, parce que c'était pas ce qu'ils avaient envie de faire ce jour-là, à ce moment-là. C'est voilà, donc peut-être un aspect de revanche, ou de je sais pas, d'exutoire, je sais pas. Ouais, d'exutoire, voilà, je sais pas. Non, j'en sais rien. En tout cas, c'est intéressant à analyser. Et peut-être aussi parce que eux le vivaient au quotidien comme une violence. Ouais. Et donc du coup, quand on leur dit, concrètement, décrivez ce que vous ressentez. Dans une fiction, ils le décrivent comme ça parce que c'est ce qu'ils ressentent dans leur cœur, mais qu'ils ne peuvent pas exprimer dans la réalité parce que la violence dans la réalité, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà. Et donc ensuite, il y a d'autres éléments sur... et même si vous voulez jouer un corps de la paix, quelqu'un qui vient vraiment pour faire le bien, une mauvaise situation ne change pas comment les gentils veulent se comporter. Mais vouloir être gentil, en soi, c'est une violence, en fait. Mais bien sûr. C'est le propos de Dogs in the Vineyard. C'est l'escalade. On croit faire ça pour le bien, pour la justice, et on se retrouve à faire des actions qui sont... Donc c'est évidemment, enfin ça fait partie des propos de Dogs in the Vineyard. Je me demande même si le fait qu'il y ait Dog dans le titre, je sais pas, je me demande s'il y a une référence. En tout cas, voilà, tu vas pas nous lire tout le livre. Non, mais là c'était les deux éléments essentiels. C'est les deux éléments essentiels dont je voulais parler parce que ça me semblait important. Du coup, j'allais te poser la question justement. Tu l'as eu comment? Ce livre, il est sur Lulu ou comme c'est un jeu américain? Il est en Kickstarter. D'accord. C'est Christophe Buckley qui l'a offert à Fabien Hildwein. Avec cette note à l'intérieur. Avec une carte d'anniversaire, avec un petit zèbre dessus. Donc Christophe a dû l'offrir à Fabien parce qu'il s'est dit ça, c'est un jeu qui... Bien sûr, Christophe, il est là-dessus. Tiens, joue à ça. Tu vas prendre dans ta gueule. Donc je sais pas où on le trouve en fait. Je me suis pas renseigné où on le trouve. Sur Internet, moi je suis en train de l'acheter, il est à $5 sur Drive-Thru. Allez, bam. On t'a fait un premier acheteur, l'ami. Et en anglais? Oui, il est qu'en anglais. $5. Bordel! C'est pas cher. Livre ou en PDF? Livre ou PDF? Putain! PDF. C'est tellement pas cher! Ce jeu, il vaut une fortune en réalité. Comme ça, moi, je l'achète direct aussi à la fin de ce podcast, c'est clair. C'est clair. Moi, ça m'a fait aussi penser à la phrase de Warhammer, c'est on ne discute pas face à un canon. Quand t'as les deux... mais bien sûr que si! Mais bien sûr que si! Quand t'as tous les jetons posés devant toi en tant que colon et que tu dis, tu vois, 2 jetons, c'est la mort. On ne discute pas face à un canon, ça me fait penser à ça. On l'a vu normalement dans une scène au moment où ma première scène où j'ai des superviseurs telluriens qui vraiment me disent non mais tu viens avec nous dans le village, etc. Il y a eu un moment assez marrant où j'essaie de négocier, j'essaie de parler et je disais une phrase puis il y avait juste un silence et le regard d'Adrien, le regard d'Adrien droit et net et ferme du superviseur autoritaire et je parle et je parle je parle plus. Ok, d'accord, j'y vais. Ça a été très très oui, très marrant. Oui, c'est très bien. Et tu vois, alors qu'il n'y avait pas de canon dans la fiction. Et c'est là où juste un moment où il y a eu un canon dans la fiction. Le canon, c'est le système de jeu. C'est ça. Et c'est là où on voit à quel point l'autorité que tu avais, elle vient des règles et du contexte qu'il y avait. T'avais rien à dire, t'avais rien à faire, t'avais même pas besoin de faire d'efforts. Et ça revient au conflit qu'on a, même quand le colon n'est pas présent. Le colon a rien à faire. Il est déjà dominant et autoritaire. Il décrit des scènes du côté. En fait, vous n'avez pas besoin de faire des scènes où vous allez agresser les personnages. Juste, il s'agit que les colons se baladent, aillent au marché, achètent des trucs aux colonisés, discutent avec eux. C'est suffisant. Leur parlent de leurs petites opinions. Enfin, ça suffit.
ils sont présents, ils sont en position d'autorité. À la fin, on va vous juger par rapport à ça. Donc, si vous n'êtes pas écrasé devant eux, ben vous allez prendre des jetons, vous allez perdre des jetons. Et tu vois, c'est ça, c'est cette sensation-là que je retiendrai. Si je devais retenir une chose de Guide Dog, c'est ça, c'est que la présence d'un occupant suffit à transformer totalement le territoire occupé. Il s'agit du mot occupant en fait. Dès qu'il y a le mot occupant, c'est ça. Si c'est pas juste un visiteur, si c'est pas, le mot d'autorité crée un conflit en soi. Incroyable. Merci Adrien de nous avoir présenté. Merci Adrien. Vraiment, ça valait tellement le coup. Bravo. Merci à toi Adrien. Puis en plus, tu as fait vraiment une belle prestation en tant que colon avec une gradation très intéressante. Tout à fait. Et donc merci à Liam Liwanag-Burke pour ce magnifique jeu. Superbe jeu. Bravo à toi. Bravo Antoine. Merci Frédéric. À très bientôt tout le monde. Merci à toi. Portez-vous bien et surtout jouez bien parce que vous avez vu, c'est aussi l'occasion d'apprendre plein de choses. Absolument. Plein de choses. À très vite. Salut.